Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Twitch et sur Next Gen Auto. Ah, vous le voyez, nous sommes en direct du Texas aujourd'hui, c'est merveilleux. Bien évidemment, soyez les bienvenus au Grand Prix, votre émission 100% Formule 1, et on en a des choses à vous dire aujourd'hui, puisqu'on vous parlera bien évidemment du Grand Prix des États-Unis qui aura lieu ce week-end sur le Circuit of the Americas à Austin. Ça va être encore quelque chose de très sympa, cette 17e manche du championnat du monde de Formule 1. On vous parlera d'un retour. En tout cas, d'un retour qui se murmure. Et celui-là, je peux vous dire, j'en suis ravi. Je vous sortirai même la casquette de la mauvaise foi pour l'occasion, parce qu'il est bien, ce retour. Il est très, très sympathique. Et puis, on vous parlera, encore une fois, mais ça vaut toujours le coup, évidemment, de vous parler de la saison 2022, parce qu'elle n'a jamais été aussi proche, évidemment. Et demain, on pourra aussi le redire. Et après-demain aussi, évidemment, c'est logique. C'est le concept du temps qui passe. Mais on a entendu de nouvelles petites choses encore sur cette saison 2022, donc on pourra vous en parler aujourd'hui, bien sûr. À mes côtés, comme toutes les semaines, l'ami Manu. Comment ça va? Écoute, ça va, salut Michael, salut à tous. Effectivement, ça promet d'être sympa. Un Grand Prix de nuit presque pour nous, mais ça va être au moins, ça permettra d'avoir un peu de temps la journée. Et puis, Austin, normalement, c'est des bons Grands Prix, donc on ne devrait pas s'ennuyer. Et puis, je vais directement faire la transition pour souhaiter la bienvenue à Paul dans l'émission, qui nous rejoint pour la première fois. Merci Manu, salut Michael, salut Alex, salut à tous. Très heureux d'être avec vous ce soir. Et puis, en effet, comme tu l'as dit avant l'émission, j'ai sorti ma chemise. Je suis presque dans le thème. C'est plus Canada, mais bon, on est Amérique du Nord. Et comme on n'a pas pu avoir malheureusement une nouvelle fois le Canada cette année, on s'en rapproche. C'est au moins ça. Dommage. C'est déjà un bon début. Moi, je suis venu, Skoda. Voilà, c'est bien. C'est Tour de France. Un jour, il partira peut-être des États-Unis. Ce sera assez incroyable. En tout cas, bienvenue Paul. Et j'espère que tu te plairas bien avec nous. Et le chat sera très gentil. Tu verras. Jusqu'à ta première erreur, le chat sera très fort. Mais oui, le chat est formidable ici. C'est pour ça qu'on continue les émissions, sinon on aurait déjà arrêté, vous vous en doutez bien. Et puis regardez, le Texas c'est même dit, tiens, je vais me remettre à l'endroit pour accueillir Alex, et ça fait plaisir. Comment ça va, Alex? Ça va très bien. Je trouve absolument renversant le fait que la Formule 1 revienne aux États-Unis, et puis on a la sensation d'un retour à la normale, puisque c'est vraiment la F1 revient à l'Amérique, outre-Atlantique. Voilà, c'est le signe que tout s'améliore, même si rien n'a jamais acquis. Donc, on est ravis de retrouver ce continent américain, même s'il y a des horaires décalés à subir. Ah oui, mais écoutez, ça va faire maintenant 2 ans qu'on n'a pas eu un Grand Prix le matin. Ça va, on peut prendre un petit Grand Prix du soir, il n'y aura pas de problème. On rappelle que ce sera à 21h, ce Grand Prix des États-Unis, sur Canal+, avec Julien Febvre et Romain Grosjean, et sur C8, avec Laurent Dupin et Renaud Derlot. Donc vous pourrez regarder, enfin je vous dis vous, nous aussi, on pourra, nous ne sommes pas au-dessus des lois, mais nous pourrons regarder ce Grand Prix en clair à la télévision, ce qui sera ma foi plutôt sympathique. Oui Manu? Par contre, la qualification, il faut que les gens soient prêts, c'est à 23h, donc il faudra prendre un petit café en début de soirée, histoire de tenir jusqu'à la fin. Bon, ça va, on regarde la qualif, après on sort en boîte de nuit, évidemment. Toute la nuit, ce sera la fiesta, bien entendu. Mais oui, 23h, les qualifs. Alors on rappelle, pourquoi c'est à 23h, c'est parce qu'après il y a un concert. Donc du coup, ils veulent que les qualifs aient lieu, et comme ça, les gens après, hop, ils vont tous au concert, parce que Austin s'attend à avoir la plus grande foule de son histoire sur ce week-end. Donc voilà, écoutez, le Covid paraît bien loin au Texas, visiblement, mais il n'y aura pas de jour, il n'y aura rien de tout cela. Ce sera vraiment apparemment la très grosse fête ce week-end sur le circuit des Amériques, donc à Austin. Un Grand Prix qui n'a donc pas eu depuis 2019. Manu, on sait que la piste est extrêmement bosselée. On l'a encore vu avec nos amis du MotoGP qui étaient là sur une espèce de piste de motocross pendant le Grand Prix. Est-ce que ça peut avantager Red Bull? Est-ce que ça peut avantager Mercedes? Est-ce que ça peut avantager personne? Est-ce qu'on en fait trop sur qui aura l'avantage à chaque fois? Dites-vous. Non, on n'en fait pas trop parce que c'est hyper serré, donc forcément, le moindre petite chose va forcément avoir des conséquences. Alors oui, évidemment, ça ne va pas tout changer drastiquement dans la hiérarchie, mais ça peut avoir des effets. Les boss normalement ont été un petit peu gommés, en tout cas sur les pires qu'il y a eu sur la MotoGP, parce que déjà ça a failli faire une grève des pilotes en moto, donc même si en F1 ils sont un petit peu moins en danger avec les boss, c'est quand même mal vu. Donc le circuit d'Austin a procédé à des travaux d'urgence pour réduire un peu les boss. Maintenant, ça reste un circuit, aux dernières nouvelles, qui convenait très très bien à Mercedes, puisque Bottas a gagné en 2019 et qu'Hamilton y a scellé son titre il y a 2 ans.
Après, cette année, c'est compliqué de savoir parce que c'est un circuit un peu plus, c'est un circuit qui est assez diversifié en fait, avec des épingles, avec un premier secteur qui est un copier-coller de Silverstone, avec un dernier secteur qui possède à la fois un copier-coller à moitié de Bahreïn et à moitié de la Turquie. Donc en fait, c'est tellement un patchwork qu'en fait, c'est un circuit qui va donner des avantages sur certains secteurs et pas sur un tour complet. Il y a beaucoup, en fait, on le voit avec les équipes qui font les previews du Grand Prix, il y a beaucoup en fait de pilotes et d'équipes qui s'attendent à devoir faire des compromis et sacrifier l'un ou l'autre secteur pour gagner du temps dans ce qui arrange le mieux en fait au niveau de la voiture. Donc, on peut penser que Mercedes, par exemple, va essayer de vraiment mettre un bon équilibre sur le train arrière, notamment pour le premier secteur, quitte à et donc favoriser les virages rapides, quitte à défavoriser un peu les virages lents, par exemple. Mais ça restera à voir à partir des essais libres, en fait. On a Xoan qui se dit que ça va avantager la Renault d'Alonso. Non, c'était il y a 15 ans, ça, c'est avec le Mass Damper, ça marchait très bien sur les boss, cette affaire. C'était ma foi, fort sympa. Paul, toi, qu'est-ce que tu en penses de ce circuit, de ce Grand Prix à venir aussi? Qu'est-ce que tu imagines, toi, pour ce week-end? Bah, c'est vrai qu'historiquement, en tout cas sous l'ère hybride, c'est plutôt un circuit Mercedes, puisqu'il me semble qu'à l'exception de Kimi Raikkonen en 2018, on n'a eu que des Mercedes vainqueurs depuis 2014. Raikkonen qui avait pris d'ailleurs l'avantage au départ, donc c'était encore une Mercedes en pole position. Donc on peut se dire sur le papier, c'est vrai que Mercedes sera en terrain conquis, mais cette année, plus que jamais, on peut vraiment jurer de rien, c'est-à-dire que ça fait un petit moment en plus qu'on n'a pas vu ni Hamilton ni Verstappen finalement se battre l'un contre l'autre pour une victoire. Et je ne serais pas surpris, de voir Hamilton éventuellement en pole position. Mais rien ne dit que Verstappen ne sera pas en mesure de prendre, par exemple, la place sur la première ligne et refaire un coup à la Kimi, prendre la tête au départ. Et qui sait ce qui peut arriver. Donc, je crois que cette année, vraiment, tout ce qui semble acquis vole en éclats à chaque fois. Parce que si on avait dit à Monza, par exemple, que McLaren tiendrait la dragée haute au top team comme ça, franchement, on va de surprise en surprise cette année. Donc moi, je m'attends à tout, je m'attends à beaucoup de spectacles. Ça fait 2 ans en plus qu'on n'a pas roulé sur ce circuit. Donc ça va être aussi une redécouverte d'une certaine manière pour toutes les équipes, tous les pilotes. Donc je pense qu'on pourrait être surpris, même si, encore une fois, historiquement, ça correspond très bien aux Mercedes. Donc, mais je m'attends à une lutte très intense. Je ne m'attends pas à une victoire facile de Mercedes, même si elle me semble quand même légèrement favorite. On espère évidemment que ce sera serré. Rassurez-vous, on demande le point météo. Évidemment, rassurez-vous. Manu Delia est en train évidemment de préparer toutes les cartes. Il y aura tout ce qu'il faut. Tu peux faire ça sur mon t-shirt si tu veux, Manu. Ça peut faire fond vert. Hein, ça peut très bien marcher. Ouais. Ou sur le fond, derrière Alexandre. J'ai préparé le fond vert. Ouais. Ah, c'est gentil. Vous êtes au top. Si on parle de la météo, alors je ne veux pas faire concurrence à Manu, mais en fait, il fera très chaud à Austin et on revient vers des courses qui ne se passent pas en Europe où l'automne arrive. Et donc au Texas, à cette période de l'année, il fera 30-31 degrés à Austin. Et ça peut jouer notamment du point de vue de la fiabilité. On sait que le nouveau moteur Mercedes ne semble pas très fiable. Hein. Celui qu'on avait mis sur la voiture de Valtteri Bottas à Monza a rendu l'âme au bout d'un nombre insignifiant de kilomètres par rapport à ce qu'il était censé parcourir. Ceci plus peut-être les effets de la chaleur sur la livrée noire, sur la fiabilité générale des pièces. Enfin bref, si effectivement le circuit en soi, par ses caractéristiques, semble plutôt Mercedes, quoique comme l'a dit Paul, cette année tout est remis en question, à mon avis, je pense que Toto Wolff ne serait pas contre l'arrivée d'un blizzard au Texas pour remédier à tout cela. Ce serait effectivement bien. Est-ce qu'il est prévu le blizzard, Manu ou pas... Peu probable. Il y a des prévisions d'orage dimanche matin, mais pas grand-chose. C'est 35% de risque. Donc même s'il y en a, j'imagine qu'ils ne seront pas très longs. Et j'ai tendance à penser que vu qu'il fera 31 degrés tout le week-end, que la piste sera sèche au moment du départ. Les prévisions sont un peu plus, on va dire, pessimistes qu'elles l'étaient en début de semaine. Mais j'ai tendance à penser que ce ne sera pas non plus... on ne va pas avoir une météo façon Turquie ou Russie, quoi. Depuis qu'on commence à avoir Manu en Monsieur Météo cette émission, à un moment donné, il pleut tout le temps. Il est toujours là pour nous annoncer. Mais vous savez, il va pleuvoir, ça va être terrible. On se prépare à un truc affreux. Donc là, bon, ça devrait effectivement aller. C'est sûr que ça change un petit peu des grands prix au Nürburgring, en Turquie, tous ces grands prix qu'on avait fait à Imola aussi l'an dernier pour récupérer un petit peu de la crise Covid et où on s'était retrouvé avec des 12 degrés, 8 degrés, des trucs assez incroyables. Il n'y aura pas de bonnet en principe ce week-end du côté d'Austin et on pourrait plutôt bien s'amuser. Alors,
La question que j'ai envie aussi de vous poser, déjà, bon, on va partir d'un bon présage, on espère que ça va être le cas, il ne devrait pas y avoir de moteur, que ce soit pour Verstappen ou pour Hamilton, on ne devrait pas mettre de moteur supplémentaire, donc au moins, ils devraient pouvoir s'élancer depuis leur position sur la grille de départ, ce qui au moins nous permettrait, comme tu as dit Paul, d'avoir peut-être une bataille un peu plus entre les deux. Maintenant, Paul, pour toi, quel rôle vont jouer Valtteri Bottas et Sergio Perez? Valtteri Bottas qui, depuis qu'il a signé chez Alfa Romeo, est retrouvé, puisqu'il nous a fait un week-end affreux en Russie, mais alors par contre, il a fait un week-end très bon en Turquie notamment, et puis Sergio Perez, lui, est-ce qu'il va enfin pouvoir bien se qualifier sur un week-end qui semble être normal, où on va avoir des conditions habituelles? Bah, c'est toute la question en fait, c'est quel va être le rôle finalement des coéquipiers. On a enfin vu en Turquie, j'ai envie de dire, Bottas et Perez jouer leur rôle à la perfection. Bottas devait gagner, il l'a fait. Perez devait terminer devant Hamilton, il l'a fait. C'est sûr que si par exemple un Bottas parvient à se qualifier devant Verstappen, ça peut donner un super matelas potentiel à Hamilton qui serait pourquoi pas en pole position. Perez, c'est un peu plus dur quand même en qualification. Je donne un petit avantage à Mercedes de ce côté-là, c'est que Bottas semble quand même mieux se qualifier globalement que Perez cette saison. Il est souvent, en tout cas régulièrement là où il doit être, et s'il répète une performance comme la Turquie où il a fait, à part une petite erreur au premier virage, un week-end sans faute, ça peut être un super atout pour Mercedes. Perez, il a cet avantage en course quand même de bien gérer ses pneus. C'est quelque chose qu'il a toujours fait tout au long de sa carrière. Mais je crois que la qualification sera très importante parce que, comme tu l'as dit, si on a enfin une course sans pénalité moteur, la logique voudrait que dans le top 3, top 4, on ait et Hamilton et Verstappen, si tout se passe bien. Et donc, il va falloir qu'un Bottas ou un Perez il soit à l'avant, obligatoirement. C'est plus facile, entre guillemets, de terminer devant Hamilton s'il a 10 places de pénalité que si il part en première ligne. Donc, la question, ça va être ça. Est-ce qu'ils vont être capables de bien se qualifier? Moi, je vois plus Bottas capable que Perez pour le moment, en tout cas, à voir s'il me fait mentir. Mais je pense que Bottas pourrait avoir un rôle très important après son week-end turc où, comme tu l'as dit, il a repris beaucoup de confiance. Il a fait un week-end vraiment impeccable. Et Perez aussi devrait arriver en confiance, mais la qualification va quand même jouer un grand rôle parce que je vois, sans pénalité moteur, ce sera très compliqué pour lui de devancer ou son leader ou une des deux Mercedes, en fait, tout simplement. Ce sera effectivement très, très compliqué. Mais Manu, parce qu'on parle de Bottas, mais les stats ne mentent jamais. C'est Valtteri Bottas qui a marqué le plus de points sur les derniers Grands Prix et s'il allait chercher le titre. Et oui, depuis qu'il a effectivement signé son contrat, c'est le pilote le plus prolifique en termes de points. Donc bon, après de là à chercher le titre, il faut vraiment qu'il y ait un cataclysme à l'avant. Enfin, quand je dis à l'avant, à côté de lui avec les deux leaders. Mais par contre, c'est vrai que clairement, il est sur une super dynamique. Comme dit Paul, elle est bien meilleure que celle de Perez et forcément, ça va jouer en faveur de Mercedes. Plus ça va, plus j'ai tendance à penser que de toute façon, le titre constructeur n'échappera pas à Mercedes. Ils ont cet avantage-là qui fait que Bottas est quand même toujours devant. Perez a des plus ou moins bons week-ends. On peut espérer pour lui qu'il soit bien meilleur au Mexique, mais ça ne veut pas dire que derrière la tournée de Brésil et puis la tournée moyen-orientale lui soit favorable. Donc c'est un peu plus compliqué pour lui. Maintenant, c'est vrai que quitte à avoir un avantage entre Hamilton et Verstappen, je pencherais quand même pour Hamilton qui a toujours été hyper à l'aise sur ce circuit. Verstappen aussi, il ne faut pas oublier qu'il fait 4e sa première saison avec la Toro Rosso. Mais voilà, ça a été quand même vraiment la chasse gardée d'Hamilton pendant très longtemps. En 2019, il n'avait pas forcément poussé, mais en même temps, il n'avait pas besoin. Il voulait viser le titre avant tout et c'était le principal objectif. Là, voilà, maintenant, reste à voir ce que Mercedes va pouvoir faire au niveau du moteur. Est-ce qu'ils auront la même capacité à pousser la voiture dans ces derniers retranchements qu'ils ont eu en Turquie, ou est-ce qu'il y aura de nouveau des alertes? C'est un peu le gros problème pour eux. Et puis après, reste à voir aussi s'il n'y a pas des équipes qui vont pouvoir se mêler à cette lutte-là, parce que en Turquie, les Gasly et les pilotes Ferrari étaient vraiment pas loin. Et si jamais il y a encore une fois, la préparation de vendredi va être très très importante. Et si finalement ces équipes-là y arrivent, ils pourraient venir aussi gagner une place ou deux comme ça sur des Pérez, voire un Bottas qui serait un peu moins bien en qualif. Donc ce sera, encore une fois, ça peut, même sur le sec évidemment, ça peut être un Grand Prix assez disputé et avec des éléments perturbateurs quand même, quoi. Et rappelons que Lewis Hamilton s'était mal qualifié en 2019. Il était parti 5e sur la grille de départ. Ça l'a pas empêché de faire une belle course, mais bon, il a quand même dû
profiter de la stratégie et essayer des choses en fait pour pouvoir faire un peu ce qu'il pouvait pour aller chercher ce 6e titre à l'époque. Oui, quand il n'avait que 6 titres de champion du monde, il n'était pas grand-chose, Lewis Hamilton à l'époque, évidemment. Mais effectivement, vas-y Alexandre. C'est vrai, c'était même extrêmement serré en 2019, parce que Hamilton 5e, mais il avait seulement terminé à 3 dixièmes de Bottas, ce qui même peut arriver parfois dans des circuits. Donc c'était un circuit vraiment où les écarts, même si c'est un circuit assez long, où les écarts pouvaient être assez serrés. Et par rapport aux outsiders, Ferrari, il faudra voir ce que donne le nouveau moteur, parce qu'il a l'air très prometteur, vu la course de Leclerc, vu la remontée de Sainz également. C'est un moteur qui peut évidemment bien carburer. Alors on va voir en plus s'il résiste bien à la chaleur. Sur les McLaren, moi je serais un peu moins pessimiste, puisque si on se réfère à la fois au Grand Prix de Turquie où elles étaient un peu invisibles, surtout Ricciardo et Norris qui est un petit peu gentil batailleur dans le peloton, mais guère plus, alors qu'ils nous avaient habitués à lutter pour les victoires. Donc les McLaren n'étaient pas terribles au dernier Grand Prix et n'étaient pas non plus terribles en 2019 où, pareil, elles avaient terminé gentiment 7 et 8 dans le ventre mou, sans vraiment qu'on remarque leur présence. Il faut faire vraiment attention pour McLaren parce que Ferrari est qu'à 7,5 points. Il y a toujours cette difficulté de compter les points et demi cette année. Mais voilà, à mon avis, Mercedes, on vit beaucoup sur l'euphorie de Monza. McLaren, on vit beaucoup sur l'euphorie de Monza, etc. Mais c'est pas impossible qu'on ait rapidement un changement pour la 3e place, vu les performances des Ferrari, vu les performances aussi des pilotes, puisque des 4 pilotes dans ces 2 écuries, McLaren et Ferrari, il y en a un sur lequel il y a quand même toujours des gros points d'interrogation, c'est Ricciardo, et on l'a vu au dernier Grand Prix. Ouais, paradoxalement, c'est le seul qui a gagné en plus dans ces 4 ans. Vas-y Manu. Mais le souci, c'est qu'ils ont raté le moment où ils ont dû capitaliser, c'est-à-dire à Spa où Norris aurait dû faire la pole et qu'il n'aurait pas essence eu la victoire derrière. Et en Russie où il était en tête et que la victoire a fallu échapper au dernier moment. Et en fait, c'est ces points-là alors sur le moment, c'était pas bien grave parce qu'ils ont quand même marqué plus de points que Ferrari, mais en fait, on se rend compte que les week-ends où McLaren a vraiment des problèmes, ils sont très très loin de Ferrari. On l'a vu à Zandvoort notamment, et puis en Turquie, c'était pas ça non plus. Donc eux sont plus optimistes. Il faut espérer effectivement pour eux qu'ils vont réussir à vraiment remonter sur Ferrari par rapport à ce qu'ils ont montré il y a 2 semaines, parce que effectivement, après, ils n'auront pas beaucoup d'options, et si la tendance ne s'inverse pas, c'est eux qui finiront 4e. Après, ils ont bien aussi dit que c'était pas un drame et que de toute façon, ils n'allaient pas essayer de sortir quelque chose du chapeau non plus, même s'ils perdaient la 3e place, que maintenant, c'était fini pour 2021 et qu'on hésitait sur 2022 quoi qu'il arrive. Et on nous dit que Leclerc aussi a perdu 25 points à Monaco, bien évidemment, en tout cas potentiellement 25 points puisqu'il a laissé lancer de la pole. Merci à Alex, au fait, Alex Scott, notre ami québécois, qui vient souvent nous voir et qui nous s'est abonné. Merci beaucoup. J'avoue que pour McLaren, moi je serais plus optimiste pour le Mexique et le Brésil, qui sont des circuits où quand même la McLaren devrait peut-être bien fonctionner. Ici, le Qatar, l'Arabie Saoudite, Abu Dhabi, ça me semble être des circuits qui vont être compliqués pour cette McLaren Mercedes. À voir, la Ferrari, c'est un package qui est moins véloce globalement, mais qui est plus qui est plus constant, que la McLaren. Donc on sait que Ferrari risque d'être comme souvent à ces mêmes places, et donc peut-être que ça leur permettrait, Paul, de justement prendre cette 3e place du championnat des constructeurs. On ne pensait pas forcément qu'il y aurait une telle bataille vu les saisons respectives de chez McLaren et Ferrari l'an dernier. Ça fait plaisir de voir tout ça, évidemment. Non, c'est vrai, et tu parlais de constance, c'est exactement ça. On a l'impression que McLaren, un Grand Prix, ils vont être top 2, voire top 1 en termes de vitesse comme à Monza. Et le Grand Prix suivant, ils vont se battre au niveau des Alpines, des AlphaTauri, sans qu'on ait, alors certes, les caractéristiques du circuit, mais une telle dégradation des performances, c'est quand même assez étonnant. Alors que du côté de Ferrari, on a l'impression qu'on est en permanence plus ou moins au même niveau. Et le nouveau moteur, ça leur a quand même permis, sur les 2 dernières courses, de rouler tout en tête de peloton. On a eu Sainz à un moment donné en tête je dis pas de bêtises, Sainz à un moment donné en tête du Grand Prix de Russie. Et Leclerc qui a même tenté un pari en Turquie, mais qui tenait le rythme de Verstappen tout au long du Grand Prix. Et bon, après, ils ont fait un pari avec les pneus qui n'a pas fonctionné. Mais bon, ils avaient, entre guillemets, rien à perdre. La dynamique, elle est quand même clairement du côté de Ferrari pour la fin de saison. C'est que là où même on peut penser que McLaren aura des circuits plus favorables en fin d'année, je ne vois pas Ferrari avoir un week-end complètement sans à la McLaren. C'est-à-dire d'un seul coup se mettre à lutter pour rentrer en Q3.
et à être devancé par des AlphaTauri ou des Alpine. Là où McLaren, on a des doutes à chaque fois, quoi. En Turquie, c'était assez flagrant parce que Norris, à l'image de sa saison, il avait finalement tiré le meilleur de sa voiture et c'était 7e. Ça veut dire qu'il y avait au moins 4 ou 5 monoplaces plus rapides que la sienne, puisqu'il termine derrière une AlphaTauri, derrière une Ferrari, derrière Red Bull et Mercedes. Donc, ça veut dire qu'en théorie, si tout le monde était entre guillemets à sa place, il aurait pu se battre pour P9, P10 au mieux, quoi. Donc, c'était quand même assez problématique. Donc, à voir. Moi, je pense que le vent souffle clairement dans le dos de Ferrari avec ce nouveau moteur, quand même. Ouais, pour la 3e place. C'est fou quand même ce qu'on dit de Ferrari, alors que l'an dernier, ils étaient vraiment au fond du trou. C'est beau de les voir revenir à ce point-là. Vas-y, Manu. Non, là où tu as raison, Paul, c'est que le dernier week-end catastrophique pour Ferrari, ça remonte à la France, donc c'était la 7e manche de la saison, où effectivement ils étaient en dehors de la Q, ils étaient éliminés avant la Q3 et où ils n'ont pas marqué de points du tout. Par contre, depuis, ils ont quand même fait des Q3 et marqué des points très régulièrement. Et même leur mauvais week-end, ils sauvaient on l'a vu notamment à Monza, où ils font des bons résultats malgré le doublé de McLaren. Et effectivement, je pense que c'est vraiment la dynamique. Aujourd'hui, je pense que la Ferrari a les moyens de ne pas être dans le creux de la vague à aucun moment. Donc, je pense que la dynamique, comme tu dis, est vraiment de leur côté. Ouais. On va poser la question. Vas-y, Alexandre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu Red Bull avoir des doutes sur la légalité du nouveau moteur Mercedes. Mais imaginons Ferrari que l'an prochain revienne au sommet avec un moteur qui fonctionne. On imagine le retour des polémiques sur la légalité du moteur Ferrari. Là, Red Bull, personne ne parle de ce nouveau moteur parce que de toute manière, Ferrari ne sera pas... Bottas a encore plus de chances d'être champion du monde que Ferrari. Mais tout le monde est bien gentil avec ce nouveau moteur Ferrari. Enfin, il n'y a pas plus de raison que de l'être avec Mercedes qu'avec Ferrari, à mon avis. Oui, évidemment, c'est toujours l'avantage. C'est quand l'équipe ne joue pas trop devant, on ne va rien dire de mal. Il n'y a que les équipes autour. On rappelle la Racing Point de l'an dernier. Bon, il n'y avait que Renault qui s'en plaignait parce que ils se sentaient que ça devenait compliqué. C'est sûr que si Ferrari joue le titre l'an prochain, ça sera une autre paire de manches. On parlait dans le chat, on nous pose la question, est-ce que les boss vont pas avoir un impact au niveau fiabilité? On rappelle que les Ferrari, enfin en tout cas la Ferrari de Vettel surtout, avait connu un souci en 2019 avec une casse de suspension suite aux vibreurs de ce circuit, parce qu'il y a des vibreurs qui sont quand même assez rugueux et assez violents sur cette piste, et pas mal de petits gendarmes couchés à l'extérieur des virages. Ce qui fait que ça va être compliqué, bien évidemment, mais il faut absolument mettre ce genre de choses sur cette piste parce que sinon, ce serait extraordinaire. J'espère que Fernando Alonso va essayer de court-circuiter l'intégralité du premier secteur. Parce que il y a moyen de faire une ligne droite à peu près. Là, il y a un truc, il y a quelque chose. Hein, il peut tenter. Très, très clairement, d'ailleurs, tiens, derrière les quatre écuries de tête, est-ce qu'on s'attend, Paul, à je vais dire une hiérarchie habituelle, c'est-à-dire Gasly, et puis derrière les Alpine, et puis encore un peu derrière les Aston, les Alfa Romeo qui vont essayer de récupérer 2-3 petits points comme ça, par-ci par-là. Oui, pour le coup, dans les écuries de milieu de peloton, je crois que ça se tient depuis plusieurs courses. On a effectivement, AlphaTauri, c'est dommage qu'ils aient entre guillemets qu'un seul pilote. Tsunoda faisait un bon Grand Prix en Turquie avant de malheureusement repartir à la faute, mais Gasly, je pense que lui aussi, pourquoi pas, en cas de grabuge à l'avant, obtenir un bon résultat. Je crois qu'effectivement, derrière lui, les Alpines semblent être, on va dire, les dernières à pouvoir jouer les points à la régulière, juste devant les Aston Martin, qui sont un petit peu en dehors du top 10, à la régulière, encore une fois. Les Alfa Romeo, le problème, c'est que quand ils sont dans le coup, ils n'arrivent pas à attraper l'opportunité. C'est systématique cette saison. C'est que dès qu'ils ont une opportunité de bons résultats, ils ont tendance à saccager leur propre course. Donc, je ne sais pas pourquoi. Williams, je crois que c'est rentré dans le rang quand même. Je crois qu'il y a eu des beaux grands prix, il y a eu des beaux points marqués. Je crois qu'on a vu sur les dernières courses qu'il y avait un petit retour à la réalité et que, sauf cascade d'abandon, je pense que leur place, c'est plutôt en Q2. Mais pour les points, oui, je vois toujours les mêmes outsiders, les Alpine et Gasly pour les points, quoi. Gasly, sur certains week-ends, est quand même capable de s'intercaler entre les Ferrari et les McLaren. À voir maintenant avec les progrès de Ferrari et la réponse de McLaren. Mais oui, je partirais sur les Gasly et une ou deux Alpine dans les points d'ici la fin de saison. Je pense que statu quo à ce niveau-là pour moi. On a Xoan qui demande dans le chat, alors, est-ce qu'on a une infographie sur le net qui donne le kilométrage des moteurs de tout le monde? C'est impossible, car je vous rappelle que nous n'avons pas de moteurs, nous avons des groupes propulseurs, des unités de puissance. Et donc forcément, comme vous avez 6 éléments distincts, vous pouvez les interchanger.
Et donc il est absolument... Alors oui, si vraiment quelqu'un avait envie de passer une bonne année à faire tout ça, oui, bah voilà, vous pouvez vérifier dans tous les documents de la FIA, mais encore, ils n'indiquent pas exactement. Non. En fait, le truc, ils vont vous dire, bah, ils ont changé le moteur à combustion interne. Comme il faisait partie des 3 précédemment utilisés, il n'y a pas de pénalité. Mais on ne sait pas exactement où on en est. Donc on ne peut pas avoir une infographie précise de savoir qui a fait quoi. On sait que Bottas, ils ont tout changé à Monza et puis ils ont retout changé en Russie. Donc là au moins, voilà, on peut à peu près le savoir. Mais c'est très compliqué de toute façon. On sait que on sait pour Alpine qui utilise le même moteur Renault depuis 2 ans, qui n'a pas bougé. Il en est à 45 000 km ce moteur, il n'en peut plus. comme un bon Kangoo diesel. Non, mais par contre, on sait que le moteur de Bottas, le moteur à combustion interne, donc qui est vraiment l'élément central du moteur, ils l'ont mis en Italie, il était neuf, et ils l'ont rechangé en Russie, il avait 900 km, et par contre, ce qui les inquiète, c'est qu'avec 900 km de parcouru, il était cramé. Donc, c'est la grosse inquiétude pour eux, c'est que 900 km, c'est pas assez du tout. Et donc, on voit que c'est à peu près l'équivalent de distance d'un week-end, grosso modo, en comptant les essais et puis la course. 900 km ? Ouais. Ah, c'est impressionnant quand même, parce que... Mais j'imagine qu'ils lui ont mis le vendredi, parce que vu que c'était Monza, ils ont dû essayer de faire tout le week-end avec, et pas mettre un moteur, parce que normalement, ils ont des moteurs pour les essais. Mais à Monza, ils ont peut-être voulu avoir une bonne image, une bonne idée, vu que c'était les qualifs le vendredi, donc c'était directement important d'avoir le bon moteur, on va dire. Et après, il y a eu les qualifs sprint, et puis la course. Donc j'imagine qu'on y arrive, parce que ça fait déjà 400 km de course pure, plus les tours en qualif, plus les 2 séances d'essai libres. Puis il ne faut pas oublier qu'au début de saison, à Barcelone, Mercedes avait des gros problèmes de fiabilité moteur, qui étaient notamment dus au refroidissement du MGUH. Et comme il fera 31 degrés à Austin, je ne sais plus si c'est Christian Horner ou Toto Wolff qui avait dit que le titre se jouerait peut-être sur la fiabilité, un abandon et ses 25 points de perdu. Ben voilà, attention, on n'est pas à l'abri d'un Malaisie 2016 pour Hamilton lors des prochaines courses à venir. Enfin, je dis ça, c'est peut-être le Honda qui va craquer, parce que le Honda, il n'a jamais encore vraiment craqué. Et on touche du bois, évidemment, mais ça finira bien par arriver. Si il y a 3 ans, on nous avait dit que c'était la référence fiabilité serait le Honda et que le Mercedes serait en danger de ce côté-là, on serait bien marré, je pense. On n'est pas obligé de le dire. On n'était pas obligé de nous le dire en 2018, ça. On pouvait nous laisser, enfin en 2017, on pouvait nous laisser vivre avec ce qu'on avait. Avec notre dramatique McLaren Honda. Ça, c'était pas ouf. Enfin, moi, ça me fait toujours de la peine, parce que je me dis, il y a beaucoup, et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous dans le chat aussi, qui ont découvert la Formule 1, certains avec l'air hybride, certains juste avant avec la fin des V8, mais c'était bien McLaren Honda. On vous promet, c'était bien à une époque McLaren Honda. J'étais pas né, mais c'était bien. C'était très chouette. Comme Alfa Romeo, c'était bien dans les années 50. Hein. Mais oui, ils gagnaient tout dans les années 50. Alfa Romeo. Ils faisaient même des triplés. Ils n'arrivent pas cette année à faire des triplés. Ah bah ouais, ils sont venus. Même Mercedes n'a fait aucun triplé dans l'air hybride alors. Voilà. Au niveau moteur, ils ont dû faire Au niveau moteur, ils ont dû peut-être faire des quintuplés ou sextuplés. J'ai pas vérifié. Mais... Ah bah quand on mettait les Williams, je dis ça, je commençais à faire une liste, mais enfin bon, quand tu vois en 2014, tu mettais les Williams et puis c'était tout, parce que derrière les Force India, les McLaren n'arrivaient à rien. Je suis pas sûr qu'ils aient fait mieux que quadruplé, ce qu'avait fait aussi Renault à l'époque des V10 dans les années 90, mais je crois pas qu'ils aient fait mieux Mercedes. Ouais, faudra regarder, ce sera intéressant, mais ouais. Bon, je dis, il faut mettre des docus pour comprendre McLaren Honda. Non mais c'est ça, dites-vous par exemple, comme disait Alexandre, Alfa Romeo, ils étaient bien en noir et blanc. Faut se rendre compte de ça, quoi. C'est un peu, voilà, c'était compliqué. Ferrari était bien dans les années 56, nous dit Snema. 61, merveille, depuis, on n'a jamais fait mieux chez Ferrari. Si tu veux brouiller les pistes, tu peux dire Alfa Romeo, ils étaient bien à l'époque où ils étaient BMW, tu vois, comme ça tu peux un peu plus brouiller les pistes. Ah oui, alors là... on a perdu 200 spectateurs. Quand l'Alfa Romeo, elle était noire avec un moteur Mercedes, elle allait vite, hein, c'était autre chose. Là, ça c'est évidemment. Hein. On vous fera une émission. Il va expliquer que Mercedes était Honda à une époque aussi maintenant. À dire que Button a gagné le titre mondial avec une Mercedes, là les gens vont complètement patauger. Oui, ça passe.
ce fut compliqué. Louis qui nous dit alors qu'en 2004, pour Raikkonen et Sato, le Mercedes et le Honda étaient en fumée. C'est vrai que oui, là, il n'y avait pas de souci, il n'y avait pas de jaloux. C'était extraordinaire, hein, vraiment. Si vous aimez les panaches de fumée, regardez les saisons 2004 de Takuma Sato et Kimi Raikkonen. C'était assez incroyable. C'était assez fou, effectivement. Bon, on espère en tout cas que ce sera un beau Grand Prix, parce qu'il y a de quoi. Et puis, on a quand même envie que ça fonctionne aux États-Unis à Austin, parce que le circuit a quand même connu une mauvaise passe qui dure approximativement depuis 2013, donc c'est quand même compliqué niveau financier pour Austin, le circuit qui a failli quand même devoir fermer définitivement. Cette année, ils ont retrouvé la NASCAR, ils ont retrouvé la moto, ils ont retrouvé la Formule 1, donc on leur souhaite évidemment un joli Grand Prix. On va voir aussi évidemment ce que ça va donner, et on vous en parlera évidemment la semaine prochaine dans Grand Prix, lundi prochain. Attention, c'est la dernière fois qu'on fait ça un lundi, mais il va bien falloir noter. Tout cela, bien évidemment. Et Louis qui nous dit, oui, avec McLaren en Australie en 2014, Mercedes a fait un triplé, tout à fait. Mais il y a bien dû avoir... Autriche 2014, ça doit être 2 Mercedes devant 2 Williams, de mémoire. C'était la pole de Massa avec Williams, si je me souviens bien. Ouais. Et je me demande s'il n'y avait pas une Force India 5e ou quelque chose comme ça, mais il faudrait que je revérifie. Ouais, ils avaient fait le quadruplé Mercedes, et il y avait 7 moteurs Mercedes dans le top 10. Voilà, débrouillez-vous avec ça. C'était assez incroyable. Alors, il se fait mal, on demande, et les boss de ce circuit, oui, on en a parlé tout à l'heure des boss, hein, déjà, on l'a déjà évoqué dans l'émission. Les boss. Moins pire, hein, de toute façon, a priori, ça va être moins pire que pour la moto, et puis surtout les suspensions, alors peut-être les boîtes de vitesse, mais après, ça c'est plutôt les vibreurs, en fait, qui soient super agressifs sur ce circuit, et ça, boss ou pas, de toute façon, les pilotes sont obligés de bouffer les vibreurs. Donc, Sinon, il y a Russie 2014, hein, fameux Grand Prix, je me demande pourquoi personne ne cite, quintuplé Mercedes. Ah ouais. Hamilton, Rosberg, Bottas, Button, Magnussen. Ils ont fait un bon Grand Prix chez McLaren, dis donc. Après l'Australie, hein, parce que bon, ils avaient été très bons en Australie, mais là, voilà, on a trouvé le quintuplé. Qui dit mieux dans le chat, n'hésitez pas, hein, bien évidemment, vous pourrez remporter un jambon, si vous avez mieux, n'hésitez pas, on vous fait une grande tombola, s'il y a besoin. Après les boss... Un jambon Coltanerta. Un jambon Coltanerta, bien évidemment, avant qu'il arrive en F1. J'aimerais aussi quand même qu'on minimise un peu les boss, parce que oui, les pilotes de MotoGP s'en plaignaient les boss, mais en même temps, essayer de passer avec une moto sur une bosse ou avec une Formule 1, c'est différent. Enfin, je veux dire, c'est normal. Les boss n'ont pas causé d'immenses problèmes les dernières années. Et pour vous donner une idée, en 2019, la moto se plaignait tout autant d'Austin qu'aujourd'hui. Et le Grand Prix de Formule 1 s'est passé sans le moindre problème. Après, attention Manu, parce qu'avec les resurfaçages, tout ce genre de choses, on salue Silverstone qui avait répondu aux critiques faites par les pilotes moto et les pilotes Formule 1 qui disaient mais c'est incroyable à quel point ces boss-là, ils ont dit rassurez-vous les gars, on refait un nouvel asphalte, ça va être un billard, le truc c'est pour nous, c'est cadeau. Mec, on fait un tour, ils ont dit c'est pire, c'est affreux ce que vous avez fait. Ça avait annulé le Grand Prix moto d'ailleurs. Et le Grand Prix de moto n'avait même pas eu lieu parce qu'avec la pluie c'était terrible. Donc vraiment, voilà, c'est bon, je ce que disent, ils s'entraînaient sur des pistes noires les pilotes. C'était là en moto, les pilotes qui faisaient du motocross la semaine, eh bien étaient évidemment avantagés sur ce genre de piste. On verra évidemment ce que ça va donner, on en parlera lundi de ce Grand Prix des États-Unis. On en parlera aussi dimanche 23h sur cette chaîne Twitch après la course. Oui, c'est-à-dire que cette fois-ci j'ai décidé de faire plus tôt par rapport à d'habitude, hein, plutôt que d'attendre 1 heure après le Grand Prix, on fait qu'une demi-heure parce qu'à un moment donné on va se coucher à cette heure-là, bien entendu. Même s'il y aura sûrement encore de la NASCAR qui sera pas terminée à ce moment-là. On va maintenant basculer sur un retour, parce que là, je peux vous dire que, bon, évidemment, comme tous les jours, je vais sur NextGen Auto, site que j'apprécie énormément, bien évidemment, et là, on tombe sur une information qui, moi, m'a ravi absolument, puisque il serait de retour. C'est le retour dont tout le monde parle. Est-ce que Flavio Briatore va pouvoir faire son retour en Formule 1 ? Alors... on va vous conter une petite histoire maintenant, parce que là, faut replacer, parce que ce qui est terrible, c'est que je me rends compte qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui sont dans le chat ou qui découvrent les fins, qui n'étaient pas là la dernière fois que Flavio Briatore était engagé, on va dire, au sein d'une équipe de Formule 1. Donc Flavio Briatore, c'est un espèce de businessman italien. Bon, voilà, vous savez, hein, c'est le genre de gars, il a réussi à se faire un petit peu d'argent, et il s'est retrouvé, notamment, patron de l'écurie Benetton à l'époque. Benetton, c'est Alpine aujourd'hui. Voilà, si vous voulez à peu près savoir où on en est.
Mais ça a commencé à autre chose. Enfin bref, il était donc patron de l'écurie Benetton et il a remporté 2 titres de champion du monde avec Michael Schumacher en 94 et en 95. Donc le gaillard a fait quelque chose de plutôt pas mal. Il s'est fait virer parce que la famille Benetton a voulu reprendre les rênes de l'équipe. Ça a été une catastrophe absolue fin des années 90. Il est donc revenu. Il est revenu au sein de l'équipe Benetton qui est ensuite devenue Renault et c'est lui qui a mené Renault à 2 titres, encore une fois en 2005 et en 2006. Sauf que... Là, on va arriver au moment qui fait que ça fait peut-être grincer quelques petites dents. Tiens, je vais même mettre un sondage dans le chat, si vous voulez savoir si vous êtes pour ou contre le retour de Flavio Briatore, parce que dites un retour, normalement, si on en parle, c'est que ça fait évidemment... c'est que ça fait parler et qu'il y a une polémique, évidemment, puisque Flavio Briatore était le patron de l'écurie Renault en 2008. Et en 2008, l'écurie Renault a remporté... Attendez... brillamment le Grand Prix de Singapour. Sauf que petit problème, Flavio Briatore avait demandé à son pilote Nelson Piquet Jr. de volontairement mettre sa voiture dans le mur pour permettre à Fernando Alonso de gagner le Grand Prix. 1 an plus tard, on l'a su, et du coup, boum, patatras, il a été exclu à vie de la Formule. À vie. Voilà. C'est pour ça qu'on parle de son retour, là. Parce qu'il a été exclu à vie. Il a été exclu à vie de la Formule 1. Pat Simons, qui était directeur technique, si je dis pas de bêtises, de l'équipe à l'époque, lui avait été exclu pendant 10 ans. Ils ont fait appel et leurs sentences ont été réduites. Ce qui fait que Flavio Briatore a pu ramener sa petite fraise dans les paddocks de Formule 1. Et du coup, alors... J'avoue que moi je suis tombé de ma chaise, je sais pas vous. Déjà commençons, avant que je vous explique ce qui se passe déjà, et vraiment ce qui a été dit dans l'article de Next Gen, petit tour de table rapide, est-ce qu'on est tombé de sa chaise, Manu, en voyant ce nom? Ouais, en fait moi je suis tombé de ma chaise, pas qu'il revienne dans les paddocks, parce que ça fait un moment qu'il y traîne, voilà. Et que dès qu'il a une occasion de venir, on le voit venir dire bonjour à tout le monde, mais en fait je suis tombé de ma chaise de voir une vidéo avec Stefano Domenicali, où en gros ils sont comme deux vieux potes en mode allez on va faire un truc ensemble, ça va être cool pour la Formule 1 et tout ça, alors que ouais, il a été quasiment viré par les patrons de la F1 eux-mêmes. Donc, c'est plutôt ça, c'est plutôt ce contexte-là qui m'a surpris. Et puis après, le fait que Briatore revienne dans un rôle officiel, qu'il soit pas dans une équipe, ouais, ça m'a quand même choqué. Paul. Oui, bah même chose. Hein. C'est pas la news que j'attendais ce matin en me connectant sur le site, ça c'est clair. Mais ouais, surprise, ça c'est clair. Alors comme tu as dit Manu, pas qu'il soit dans les paddocks parce que c'est le cas depuis des années. Une interview par-ci, une interview par-là. Il donne toujours son avis, mais de là le voir retrouver un rôle, visiblement un rôle qui sera relativement important en plus au sein de la Formule 1. Alors non, ça c'est quand même. J'ai dû lire 2 fois l'article, je pense, ouais, avant d'être sûr que j'avais bien lu, que c'était Briatore dont on parlait. Ouais, c'était exceptionnel. Pour commencer la journée, c'était parfait. Ah, très très bon timing, Alexandre. Oui, le problème, en fait, Briatore était avec Simons et Simons occupe des fonctions à la F1. On a aussi Domenicali qui est italienne, donc c'est pas très étonnant de voir cette team-là se reformer, surtout pour un rôle de Briatore qui reste à définir. Mais bon, ça peut paraître en effet surprenant de voir l'ironie du sort, c'est que des années après ce Crashgate, on a Simons à la tête de département de monoplace, on a Briatore qui revient. Voilà, moi je ne serais pas étonné de voir, je sais pas, on pourrait faire la liste des bons, de la brute, mais aussi des truands et s'amuser à les placer à la tête de la FOM. Peut-être que lorsqu'on apprendra que le moteur Ferrari aura vraiment été illégal, Mathieu Binotto aura un poste haut placé. Parce que voilà, en fait, c'est à la rigueur, bon, si une équipe recrute Flavio Briatore, bon, voilà, c'est histoire de faire un petit truc rigolo, entre guillemets, enfin, eux, ils veulent gagner, évidemment, aussi le recrutent, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, il a réussi, en utilisant un peu tous les moyens possibles et imaginables, mais il a réussi à faire des équipes gagnantes et des équipes qui partaient quand même d'assez loin en général. Mais du coup, c'est qu'ici, on parlerait donc, en tout cas, ce qui est en train, c'est la rumeur qui enfle pas mal, et qui honnêtement, vu les vidéos, vu ce qui se dit, oui, ça va se faire, hein, je pense que c'est pas une grosse surprise, mais globalement, il intégrerait la FOM, il irait donc chez Liberty Media, pour... Alors, je ne vois pas on ne voit pas évidemment quel rôle ils vont créer pour lui, globalement, mais il le dit lui-même, Flavio Briatore, un nouveau chapitre de la Formule 1 est sur le point de commencer, nous vous apporterons l'excitation, le divertissement, la joie et l'énergie que ce sport merveilleux mérite. C'est dingue, c'est dingue. Je pense qu'ils vont développer F1 Experience, qui est aujourd'hui leur concept, où ils font faire des tours de camion aux gens, ils font faire des tours de monoplace, de monoplace biplace donc, et ce genre de choses. Et je pense que F1 Experience n'a pas vraiment de leader aujourd'hui.
ils ont besoin de quelqu'un qui soit en gros, on va dire, président du comité des fêtes. Et je pense que le petit Flavio voit la place et ça lui plaît bien. Et je pense que ça va être vraiment ça, en fait. Je crois que ça va être la tête de gondole du côté hyper proche du public, parce que Flavio, il incarne à la fois le patron d'équipe qui a réussi, il incarne le bon vivant, il incarne à la fois le passé de la F1 pour les gens qui se raccrochent un peu à la nostalgie. Et puis, c'est un entrepreneur, donc ils savent quand même que s'il lui file un poste, il va faire quelque chose de bien avec. D'autant que là, a priori, il n'y a pas de raison de tricher, donc ça devrait aller mieux. Et au final, je pense que ça va être un truc comme ça, de manière à ce qu'ils développent. En fait, ils veulent... Ils ont commencé à lancer des consultations, là on a vu ça ce matin avec Franck, ils veulent lancer des consultations par rapport à Zandvoort qui a fait des très bonnes choses autour du Grand Prix, et en fait ils veulent que Zandvoort participe à la création un peu de genre de festival, un peu comme ils avaient fait les F1 Live en 2019, où on apporte le Grand Prix en ville pour faire découvrir la F1 aux gens, etc. Et il semblerait qu'ils veuillent l'an prochain, quand la situation sanitaire reviendra en tout cas normale, développer toute cette partie-là, et je pense que pour orchestrer tout ça, en fait, à mon avis, ils vont mettre Briatore à la tête. Donc après, c'est mon pari personnel, mais moi, je le vois bien prendre la tête de F1 Experience ou de la mutation que ça aura d'ici quelques mois. Président du comité des fêtes. Le leader du parti planning committee. Il a toujours, je crois, une discothèque. Je crois, en Espagne, c'est là d'ailleurs qu'il avait attrapé la Covid. Il était bien malade en août dernier. On rappelle qu'il avait aussi un club de foot avec Bernie Ecclestone et Queen Parks Rangers, c'est incroyable. Absolument. C'est vrai. Mais en tout cas, quel coup de com pour la Formule 1 dans tous les cas, parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, ça fait parler. Et rien que pour ça, c'est super, je trouve, parce que ça va encore éventuellement intéresser des non-curieux à la Formule 1, à savoir, tiens, qu'est-ce que c'est que cette news? Et puis, Briatore qui revient en Formule 1, les gens, ça peut éventuellement les intéresser. Moi, je trouve que c'est un super coup de com. Je ne sais pas quelle position exactement il occupera, mais en tout cas, c'est un nom qui fait parler. Et rien que pour ça, d'une certaine manière, je dis bravo, parce que encore une fois, si le personnage est controversé, il a le mérite d'être super connu. Donc ça peut que apporter de la lumière supplémentaire à la discipline, d'une certaine manière. Moi j'aime beaucoup parce que maintenant, en plus, avec ses lunettes depuis quelques années, on dirait Michou maintenant, Flavio Briatore. Donc voilà, il va peut-être donner un petit côté. Il va arriver, il est comme un Grand Prix, il est beau. Et ben voilà, et ça va être formidable. Alors. Je m'excuse évidemment. Non, quand je dis Michou, c'est pas le youtubeur, hein. C'est l'autre. C'est le monsieur tout en bleu, machin là. Et comment la soirée elle est belle. Bah voilà, c'est ça. Hein, c'est ce Michou là. Désolé, nous n'avons pas les mêmes références. On rappelle qu'effectivement, il a une société qui s'appelle Billionaire Life, la vie de milliardaire, littéralement. Flavio Briatore. Et excusez-moi, mais il fallait qu'il y en ait un. Je suis sur le post Instagram de Flavio Briatore qui dit à quel point ça va être formidable. Fallait évidemment qu'il y en ait un qui ramène sa fraise, hein, puisque la personne qui a un avis sur tout, à savoir Christian Horner, est arrivé et a fait « Ah, c'est super de te revoir de retour !» C'est pas possible, mais bordel de merde. Il a vraiment un avis sur tout, j'en peux plus. Je n'en peux plus, moi. Lui, je pense qu'il est comme la F1, il est partisan de... Il n'y a pas de mauvaise com, c'est la com. Horner, dès qu'on voit son nom quelque part, il est content, lui. Non, mais en tout cas, bah écoutez, ça va être ma foi, ouais. En vrai, si on est quand même honnête, il n'y a pas de meilleure personne dans le monde de la F1, je veux dire, dans le monde déjà de la F1. Après, il y a forcément, si on faisait venir des personnes de l'extérieur, peut-être qu'il y a un peu mieux, sans doute, mais il n'y a pas meilleure personne pour Alexandre gérer tout ce qui est communication, tout ce qui est marketing sur le circuit, tout ce qui est animation, divertissement pour les invités, parce que en fait, on vous en parle, mais ça risque fort d'être justement pour les gens qui ont beaucoup d'argent, qui verront l'impact de Flavio Briatore. Oui, et en même temps, on peut se demander si pour l'image de la F1, c'est la meilleure chose à faire, si vraiment ils veulent améliorer leur marketing. Mais enfin, effectivement, il a beaucoup de relations, il a toujours une grande expérience, donc il pourra vraiment être utile. Ça, c'est pas une question. Voilà. Est-ce qu'il n'aurait pas été mieux dans un rôle de sous-main ou de conseiller un peu spécial? À mon avis, ça aurait été la bonne manière de procéder pour ces mêmes raisons d'image. Je suis désolé, je m'excuse pour le rictus que vous avez vu, mais en fait, je vois la vidéo. J'ai l'impression, en fait, les deux, quand ils parlent, on dirait les vidéos, vous savez, quand on est pris en otage. J'ai l'impression qu'on leur a mis un panneau. Yes, Formula One is doing very good job. New passion, new energy. Bordel, les gars, mettez un petit peu de... Faites quelque chose, quoi, c'est plus possible. Mais en tout cas, voilà,
la Formule 1 qui risque d'entrer dirigée donc par un ancien de Ferrari, un ancien de Renault maintenant, bien entendu, ça fait le retour des anciens. Après, c'est vrai que je pense que beaucoup aussi des plus jeunes ne connaissent pas forcément Flavio Briatore. J'espère qu'on va le voir. Il faut que les nouveaux fans de F1, il faut que les fans de Drive to Survive connaissent un petit peu de Flavio. Voilà, ils n'ont pas Bernie, déjà. Ça fera des bons épisodes de Drive to Survive, en plus, s'il est là-dedans. Ça. Ah bah alors là, je peux te dire que ça va être formidable. Mais tu vois, là, je me dis, ils n'ont pas connu l'ère avec Bernie Ecclestone, tout ça. Hein, on va mettre de l'eau sur la piste à un moment X et à un moment... Ils n'ont pas connu tout ça, toutes ces idées idiotes. Donc ceux qui connaissent un petit peu la gestion de Flavio, vous savez ce que dit Flavio, c'est tellement mieux que Gunther. Ah oui. Ça, c'est pas le même style. Ça, je sais pas si vous vous en souvenez, les amis, quand il était toujours interviewé par TF1 à l'époque, puisque forcément TF1 avait ses entrées chez Renault. C'était extraordinaire. Vous aviez avant chaque début de course, on n'arrêtait pas de dire, voilà, on ne sait pas combien il y a d'essence dans les voitures, on ne sait pas trop, voilà. Et lui, là, il me dit, c'est pas compliqué. Kimi, ça va être au 12e tour, Montoya au 14e, et nous, il te faisait la grille complète, il te faisait toutes les stratégies de tout le monde, et toi, t'étais à dire, ah bah, c'est bien, allez, comme ça, au moins, on est prêt à regarder le Grand Prix. Et puis après, en course également, on l'interviewait, enfin, c'était fou, mais en même temps, Xoès nous dit c'était débile, mais Sky le fait avec tout le monde maintenant. Ils ont des interviews sur le bureau des stands à chaque fois. Donc, oui. Aujourd'hui, on interviewe même le pilote qui a été élu pilote du jour juste après l'arrivée, donc pourquoi pas, hein. Au volant, je veux dire. Mais pas mal. Après, moi, je suis d'accord avec toi, Alex. Je pense que la F1, par contre, doit faire attention à ne pas tomber dans ce piège de ramener quelqu'un qui va générer encore de l'image milliardaire exclusive, tout ça. Ça fait un peu, t'as l'impression qu'il ramène un peu le Lord Esquès moderne. Lord Esquès qui était en fait le patron de l'équipe à son nom, qui était arrivé en F1 avec juste son argent, pas de sponsor parce qu'il trouvait ça pas terrible et tout. Et en fait, le seul effet qu'il avait eu, c'était d'amener du glamour, de la richesse, etc. Et Briatore était un peu déjà avait un petit peu cette image-là quand il était en F1 la première fois. Et en fait, il a toujours gardé cette image de justement d'investisseur en réussite. Et à l'époque où la F1 veut justement se rapprocher de tous les publics, etc., il faudra qu'il mesure très bien la communication qu'ils vont faire autour de lui parce que ça pourrait totalement aller à l'inverse et justement reprendre un peu cette image de club très select, fermé et qui offre des privilèges à ceux qui ont de l'argent. Donc là-dessus, je suis curieux de savoir effectivement quel rôle ils vont lui donner, si c'est bien un rôle dans ce genre-là, et comment ils vont communiquer autour de tout ça et comment ça va comment ça va ruisseler à la fin sur les spectateurs qui auront plus de choses ou non, quoi. C'est effectivement. Moi, je pense. Oui, pardon. Je pense malgré tout que s'ils le font, j'espère en tout cas que ça a été un minimum étudié en amont, c'est-à-dire que évidemment que s'ils le prennent, c'est pas pour qu'il soit discret, ça va être pour que ce soit un personnage voyant du paddock, que ce soit quelqu'un qui donne des interviews. Maintenant, il a beaucoup d'expérience. Je pense qu'il sait que ce sera sa dernière chance de revenir dans le F1 Circus, comme on dit, et que voilà. Ça me fait pas peur dans la mesure où je pense que ils sont aussi capables de l'utiliser à bon escient. Et moi, je pense qu'un personnage comme Briatore bien utilisé, ça peut justement mettre davantage en lumière la discipline. Alors, bien sûr, c'est une vision peut-être optimiste, mais je crois que vu qu'il ne sera pas impliqué dans aucune équipe, mais qu'il sera a priori à travailler avec la F1, pourquoi pas ? Pourquoi pas justement utiliser son aura, sa célébrité. Alors, comme tu dis, ça rentrait dans le côté caricature, millionnaire, tout ça. Mais justement, utiliser son nom et son passé, parce qu'il ne faut pas oublier que, encore une fois, c'est quand même quelqu'un qui a fait gagner Michael Schumacher et Fernando Alonso, c'est quand même pas rien. Et que bien utilisé, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, je suis curieux de voir ça. J'étais très étonné ce matin quand vous lire la news, mais maintenant, je demande à voir. Mais je ne suis pas spécialement pessimiste. Je pense que bien utiliser l'image pourrait, pourquoi pas fonctionner, donner quelque chose d'intéressant. À voir. Je suis assez d'accord. Et puis, alors, si on part sur effectivement un concept F1 Experience, globalement, F1 Experience, ça vous permet, si on est très terre à terre, vous pouvez acheter un billet à $6,000 pour aller voir un Grand Prix, globalement, et vous avez accès. C'est un peu le nouveau Paddock Club, en fait. F1 Experience, c'est vraiment le truc très haut de gamme. Mais du coup, j'entends l'argument de dire que c'est pas forcément positif pour l'image de la F1 d'aller vers quelque chose de très élitiste comme ça. D'un côté, est-ce que ça ne serait pas non plus l'inverse ? Est-ce que le côté élitiste ne crée pas derrière de l'envie de se dire « Ah bah tiens, j'aimerais bien être à cette place » et est-ce que ça ne fait pas partie du glamour que la Formule 1 pourrait justement mettre en avant ?
Est-ce que c'est pas... Ils auront vraiment un équilibre à trouver, je pense, entre les deux, de toute façon, parce qu'effectivement, la F1 doit vouloir toujours garder son image de un peu élitiste, ne serait-ce que pour vendre les billets au prix où ils les vendent aujourd'hui. Tu es obligé. Quand on voit notamment en Italie, les tarifs qui sont pratiqués, c'est fou. Mais effectivement, il va forcément y avoir après une cassure entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent offrir aux spectateurs et ce qui leur laisse vraiment la possibilité d'avoir. Donc effectivement, il va falloir peut-être justement, ça va être de faire le lien un peu entre ce côté glamour et le côté un peu populaire où voilà, ça promet en tout cas d'être un peu un défi pour eux, mais à la fois un gros enjeu, je pense. Il se met même aussi dans l'animation de la F1, ils doivent travailler avec Patrick Sébastien. Arrêtez le chat de me faire rêver. Arrêtez, c'est pas gentil. Moi, je vais en rêver toute la nuit. Maintenant, je vais être là avec... Oh, c'est génial, putain, j'adore. On va faire une énorme choucroute. Ils vont tous venir, ça va être génial. Il y aura tous les pilotes. Ça va être super. On fera un concours de paix aussi pour gagner les parts. Non, ce serait extraordinaire, mais... Là, pour le coup, président du comité des fêtes, ça marche. Ah, complètement. Non, mais là, c'est le comité des fêtes de Trifouille les Oies. C'est encore extraordinaire. Patrick avec les filles du Crédit. Bah là, oui, non, là, c'est sûr que les... Pour l'image élitiste de la F1, ça serait raté. Ouais, mais voilà, est-ce que finalement se rapprocher du peuple ne serait pas ce qu'on voudrait? Non, mais après, voilà. Mais n'empêche que on a beau dire ce qu'on... Ça a fait parler. Je pense, j'ai évidemment pas les chiffres, mais je pense que ça a dû être un article qui a très bien fonctionné parce que. C'est pas encore non plus, mais oui, je pense que ça a bien marché. Tu mets Flavio, de toute façon, voilà, je pense que c'est garanti. Il y aura toujours ce petit côté un peu drama. C'est vrai que vous disiez dans le chat, manque plus que Ron Dennis et on est bien. Hein, on refait le club de l'époque parce qu'on a Jean Todt évidemment qui est président encore un petit peu de la vie. Ron Dennis comme ambianceur. Oui, non, c'est sûr que Ron Dennis ne sera pas là pour le comité des fêtes. Là, j'avoue qu'effectivement, ça va être plus compliqué. Comme gardien de cimetière ou hors de prison. Ron Dennis fait arriver. Alors écoutez, vous avez fait un truc, on va mettre des tables grises partout. Tout va être gris. Et puis, il y aura quelqu'un qui déclamera un poème au début de la course. Ce sera superbe. On trouvera ça. Franck me dit en coulisses que ça a très très bien marché. L'article, c'était largement l'article le plus lu du jour. Donc forcément, ça prouve ce que tu disais, Paul, tout à l'heure, c'est qu'effectivement, les gens veulent entendre parler de Briatore et quand ils entendent parler, ils sont curieux de savoir ce qui va se passer. Donc je pense que là-dessus, la F1 joue très bien sa com. En tout cas, eh bien, on va voir ce que ça va donner. Ça met en tout cas, on sait que tout se met en place pour 2022. Transition. Ça, je le savais. Magnifique. C'est beau, ça. C'est beau, Paul, vivre ça en direct pour une fois. Voilà, d'être dans le truc. C'est à un moment donné, c'est du boulot, toute cette affaire. On dirait pas, rendez-vous compte. Mais effectivement, c'est fait pour se projeter vers 2022. Et 2022, c'est déjà demain. Oh, oui, j'avais envie de la placer, celle-là aussi, ce genre de phrase surfaite. Mais bien sûr, on a eu encore pas mal de choses par rapport à 2022. Déjà, la première nouvelle, c'est que les tests Pirelli sont terminés. Donc voilà, Pirelli a emmagasiné suffisamment de données. C'est fait. Ils ont fait 4267 tours. C'est quand même gigantesque de se rendre compte que voilà, ça a fait autant de tours. C'était au Paul Ricard donc, que se sont terminés ces essais. Hier avec Daniel Kiat dans l'Alpine. Toutes les équipes y ont eu droit. Ça au moins, voilà, ça a été un programme évidemment qui a été fait de manière très bonne là-dessus. Donc maintenant, il va falloir décrypter des milliards de données, bien évidemment, pour créer les bons pneus justement pour l'année prochaine. Je lis ce qu'on avait mis sur Next Gen. Donc il y a eu 28 journées d'essai au total en 2021. 36 journées si on rajoute les essais qui avaient été effectués en 2019 et en 2020. On en est à 20 000 km d'essais, donc la moitié de la circonférence de la Terre, ce qui est plutôt pas mal du tout. Bien évidemment, on a également eu 10 000 heures de simulation. 5 000 heures également, donc faites en intérieur avec donc un banc et la voiture qui roulait dessus. 5 000 heures simulées sur ordinateur, des prototypes, enfin voilà, il y a vraiment eu pas mal de choses qui ont été faites. Ah oui, Williams ne l'a pas fait effectivement, Nitram, pardon, effectivement, tu as raison. Williams avait décidé de ne pas participer, c'est vrai, excusez-nous, là-dessus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Williams a aussi choisi Albon, c'est que lui, Albon, il a testé les 18 pouces avec Red Bull, et ça va être une somme de connaissances très utile pour Williams. Ouais, il viendra avec cette connaissance, effectivement, des pneus. Je ne sais pas, je ne crois pas que tous les pilotes titulaires aient fait des tours. Il faudrait regarder un peu. 15. Il y en a 15 l'ont fait. Par contre, il faut savoir que les rookies de cette année ont aussi testé les 18 pouces en Formule 2 l'an dernier. Ce n'est pas les mêmes monoplaces, mais en même temps, les monoplaces F1 actuelles ne sont pas les mêmes non plus. Et ce sera toujours une bonne manière de connaître déjà la différence entre les 13 et les 18, notamment pour Schumacher et Mazepin qui ont fait la transition entre les deux en F2.
Ouais, effectivement, c'est quelque chose d'intéressant. Ils sont arrivés en 2019 ou 2020, les 18 pouces en F2? 2020. 2020, c'était bien ça. Donc effectivement, on a eu Mazepin et Schumacher qui sont montés et qui connaissent déjà aussi. Voilà, ils savent un peu aussi comment ça peut influencer la dégradation, même si évidemment ce sera quelque chose de très différent, mais voilà, ils ont toutes ces connaissances là-dessus. En plus, bien sûr, de ce programme qui a maintenant été clos du côté de chez Pirelli, nous avons enfin le programme officiel, le calendrier officiel de la saison 2022 de Formule 1. 23 courses. 23 courses, mesdames et messieurs. Ça va commencer le 20 mars du côté de Bahreïn. On partira ensuite en Arabie Saoudite. Ça va falloir se mouiller la nuque, parce que Jeddah va avoir un Grand Prix en décembre, puis en mars. Va falloir. J'espère que le circuit va être bien, parce que sinon ça va être compliqué. On irait en Australie le 10 avril. Évidemment, on garde le conditionnel parce qu'on rappelle que l'Australie a une politique en matière de Covid qui est très 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 stricte. Et c'est-à-dire que si vous avez un cas, ça y est, on ferme tout le pays pendant 5 semaines, donc c'est très compliqué. Autant vous dire que si... Et d'ailleurs, j'ai vu qu'Andrew Walker, le président de la commission de l'Australian Grand Prix, a dit, globalement, s'ils viennent pas l'an prochain, ça va commencer à sentir le roussi. Et je l'ai trouvé d'ailleurs très lucide vis-à-vis de la situation. Il a expliqué simplement, écoutez, l'Australie, ils n'ont pas de passe-droit, voilà, c'est pas à un moment donné, l'Australie, si on n'est pas là pendant 3 ans de suite, quelqu'un prendra sa place et prendra notre place, et il a tout à fait raison, je trouve. Ah ouais, complètement. De toute façon, il y a beaucoup de candidats, et ça, personne maintenant, enfin, tout le monde sait qu'aucun circuit est vraiment à l'abri. Et commencer par l'Australie, qui est une destination lointaine, qui coûte de l'argent, qui depuis 2 ans est vraiment très compliqué, parce que Melbourne a passé 250 jours en confinement quand même, donc, parce que là-bas, c'est par ville ou par État. Et effectivement, pour eux, ils ont déjà perdu la place d'ouverture de saison. Mine de rien, là, c'est maintenant un peu plus ancré dans les faits. C'est Bahreïn qui ouvre la saison pour la 2e fois de suite. Et ce sera la 3e année de suite où c'est pas eux qui ouvrent. Donc, c'est leur place qui leur a été réservée quasiment tous les ans depuis 1996. Et puis, effectivement, 3 ans de suite de manquer, on voit bien la Chine a déjà été écartée aussi. Voilà, avec la situation sanitaire, c'est très compliqué pour ces circuits-là. Donc, effectivement, pour eux, c'est un peu, comme il a dit, c'était l'année ou jamais, 2022. Ouais, ça risque d'être compliqué. On rappelle que pour l'Australian Open de tennis en janvier, il va falloir que tous les joueurs soient vaccinés. Ce sera obligatoire si vous voulez participer. Mais on rappelle aussi que le tennis, vous avez un joueur, son entourage proche, c'est 3 ou 4 personnes maximum. Une équipe de Formule 1, c'est 2 pilotes et des dizaines de mécaniciens et de personnel sur le circuit. Donc c'est évidemment beaucoup plus compliqué de faire venir tout ça. Le retour en Europe le 24 avril du côté d'Imola. Et puis le retour de l'autre côté du globe le 8 mai à Miami. Et puis le retour en Europe le 22 mai au Grand Prix d'Espagne à Barcelone. Oui, non, c'est-à-dire qu'il va y avoir des kilomètres. C'est que là, ils vont pouvoir avoir des miles sur leur carte. Là, très clairement, ça va être compliqué. Mais donc le premier Grand Prix de Miami, le 8 mai prochain. Le 22 mai, le Grand Prix d'Espagne. Le 29 mai, on sera à Monaco, bien évidemment. On partira ensuite à Bakou. La 9e manche aura lieu au Canada, là aussi, si c'est possible. Après, je pense que c'est une très bonne nouvelle qu'il y ait un Grand Prix à Austin ce week-end, qui est potentiellement Miami avant. Ça permettrait quand même de construire une bonne dynamique. Sachant que le Canada, ils sont déjà pas passé loin d'être bons. Cette année, ça s'est joué à quelques jours près pour la réouverture de Montréal. Donc, là, pour le coup, on peut penser que c'est bon. Ils ont un contrat à long terme avec la F1 qui a été prolongé 2 ans de plus vu qu'ils ont raté 2 éditions. Donc, effectivement, il y a beaucoup moins d'inquiétude du côté de Montréal. Ce sera plutôt sympa, effectivement. Ensuite, le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. On ira ensuite en Autriche. Le Grand Prix de France. Ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Oui, Manu. Ouais, non, Imola, faut noter qu'il remplace la Chine. De manière officielle, c'est le poste pour poste dans le calendrier. Donc, puisque le Grand Prix de Chine, lui, est écarté possiblement à long terme, voire définitivement, parce qu'il avait beau payer beaucoup. C'est vrai que ça commence à devenir un peu compliqué d'y aller. Et puis, du coup, Imola a signé pour 5 ans, donc, a priori. Donc ça va forcément lui faire une place qui sera potentiellement la sienne dans les années à venir. Ouais, Grand Prix d'Émilie-Romagne, on rappelle, et du Made in Italy, bien évidemment. Le Grand Prix de France, donc le 24 juillet prochain, ça c'est une très bonne nouvelle aussi, parce qu'évidemment le Paul Ricard est un petit peu menacé. 31 juillet, on ira en Hongrie. La pause estivale jusqu'au 28 août avec le Grand Prix de Belgique. On retournera ensuite à Zandvoort et à Monza, avec un triple header, les fameux 3 Grands Prix en 3 week-ends, mais en soi... C'est pas bien pour les équipes, mais ça a très bien fonctionné cette année.
Ça aurait encore mieux fonctionné si on avait eu un véritable Grand Prix de Belgique, bien évidemment, mais en tout cas, c'était quand même trois beaux week-ends. On aura donc ensuite Sochi, avec le Grand Prix aussi, le retour, on le souhaite évidemment, du Grand Prix de Singapour et du Grand Prix du Japon, pour les 18e et 19e manches de la saison. Et accrochez-vous, il en reste encore 4 derrière, puisqu'on ira ensuite aux États-Unis, au Mexique, à Sao Paulo et à Abu Dhabi pour terminer la saison. Comme l'a dit Ismaël dans le chat, il n'y a pas 2 Grands Prix sur le même circuit aussi. Ce qui est bête, mais encore une fois, ils arrivent à faire 23 Grands Prix sur 23 circuits différents. Enfin, c'est quand même assez dingue, encore une fois, de se dire qu'on en est là. Paul, qu'est-ce que tu en penses de ce calendrier? Est-ce qu'on n'en est pas un peu à trop de F1? Tu la F1, ça c'est la question qu'on peut se poser aussi. J'allais te dire, bois un peu d'eau, hein, parce que le temps de citer tous les circuits, ça t'a pris environ un quart d'heure. C'est vrai que ça donne l'impression d'être beaucoup. Alors, je dis pas qu'il faut retourner à 15 ou 16 Grands Prix comme à l'époque, mais la saison 2020, par exemple, bon, qui était certes, évidemment, grandement perturbée par le Covid, mais finalement, avoir une saison à 17 courses, c'était très intense, on s'est pas ennuyé du tout, et j'avais trouvé ça fantastique. Alors, c'est évidemment génial de retourner à un calendrier un petit peu plus à la normale, mais je trouve qu'entre les voyages entre Europe et entre continents, retour en Europe, retour en Amérique du Nord, je trouve que ouais, on n'en finit plus. J'ai peur que le fait de trop prolonger les saisons, on prenne aussi le risque de tuer un peu les enjeux trop tôt dans les années. C'est-à-dire que si par exemple, alors en théorie en 2022, on aura le droit à un règlement qui devrait nous permettre de resserrer les hiérarchies, mais on n'est pas à l'abri qu'il y ait une équipe, admettons encore Mercedes, qui domine à nouveau le règlement. Qu'est-ce qui se passe si, admettons, Hamilton est champion après 19 courses et qu'il reste 4 ou 5 Grands Prix derrière? Honnêtement, ça devient difficile de donner de l'enjeu. Donc ça, c'est la première chose que je note. Rallonger la saison, ça rallonge pas le spectacle. Ça peut être le contraire. Et puis ouais, je note les incohérences entre les déplacements, quoi. À une époque où on parle en plus d'une F1 qui, soi-disant, cherche à devenir plus verte, là, on n'arrête pas de voyager entre continents à des moments de la saison qui, je trouve... Alors, tu l'as dit, certes, Manu, l'Émilie-Romagne, c'est pour remplacer la Chine, mais ils auraient pu... Bon, ça changera peut-être, hein, qui sait, c'est un calendrier qui n'est pas encore 100% définitif, mais je trouve que ça a un peu ni queue ni tête de se déplacer de continent à chaque fois. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas à l'ancienne une saison européenne regroupée et ensuite on va en Amérique du Nord, ensuite on va au Moyen-Orient, enfin bon, voilà. C'est quelque chose que je suis le premier à pas vraiment... C'est vrai que c'est un vrai sujet. La F1 cherche à atteindre la neutralité carbone en 2030 et on sait que la logistique, c'est ce qui pollue. Le transport des matériels et des personnes, c'est 2/3 de la pollution des F1, sachant que les voitures qui tournent elles-mêmes sur la piste, c'est 0,7%. Donc on peut se dire, quelle est la cohérence logistique, etc., de voyager pour autant polluer? Et on avait posé la question à Jos Capito qui a dit oui, mais alors si on suit cette logique, pour moins polluer, la F1, elle devrait faire 0 Grand Prix. Comme ça, au moins, il n'y aurait pas de pollution. À cela, la F1 répond par des engagements écologiques, c'est-à-dire que les équipes vont compenser les émissions émises par des techniques de capture de carbone. Même on a vu Williams qui a annoncé qu'elle planterait des arbres un peu partout qu'elle protégerait les marmottes qui vivent sur le site de l'usine. Donc ça, c'est la première réponse de la F1. La deuxième réponse, c'est de développer des carburants durables qui devraient être à 100%, qui devraient compter pour 100% d'ici 2025, sans compter les moteurs actuels qui ont une forte efficience énergétique. Et la troisième raison pour laquelle on a des grands prix qui sont on saute d'un continent à l'autre, c'est tout simplement aussi pour les promoteurs. Ils ne veulent pas qu'il y ait, je prends l'exemple des États-Unis, le promoteur d'Austin, est-ce qu'il serait content s'il y avait le Grand Prix de Miami une semaine après? Forcément, les gens ne diront pas si on va au Texas, on ne va pas en Floride. Alors, ce n'est pas non plus à côté, mais à l'échelle des États-Unis, ce n'est pas non plus très éloigné. Et donc, il y a aussi cette logique de respecter les accords commerciaux qui s'imposent. Et je peux vous assurer, à mon avis, que Stefano Domenicali s'est posé 1000 fois la question. Il n'est pas plus bête que notre, mais il y a forcément des intérêts commerciaux derrière, etc. Maintenant, effectivement, le service après-vente, il est un peu difficile à assurer, mais je pense que ça doit être vraiment un boulot horrible de faire ces calendriers, parce que vous devez changer une date. Si vous changez une date, vous changez toutes les dates, vous devez vous arranger avec les promoteurs. Voilà, c'est vraiment un sacré boulot. Et puis bon, on peut noter que la F1 s'en sort bien avec Bahreïn en ouverture, Abu Dhabi à la fin. On peut s'imaginer qu'il y a des primes sur cet aspect-là pour ouvrir et fermer la saison, d'autant plus grande si la saison est grande. Donc voilà, la Liberty Media est toujours dans cette logique de trouver des nouvelles sources de revenus.
Et pour ça, il faut augmenter les courses, augmenter aussi les qualifs sprint, puisqu'on les aura à peu près sur un tiers des Grands Prix. Voilà, c'est la logique la plus forte reste quand même celle-ci. Et alors, une question qui se rajoute, parce que tu parles de ce casse-tête pour Liberty Media, on rappelle que 2023, il y a un Grand Prix du Qatar à caser aussi dans le lot. Alors, est-ce qu'on passe à 24 ? Est-ce qu'on reste à 23 ? Voilà. Est-ce que quelqu'un va sauter ? Il y en a quand même déjà qui sont en danger. Grand Prix d'Espagne, tout le monde le voyait sauter déjà cette année, puis l'année prochaine, finalement, il sera encore là. Mais bon, on peut imaginer qu'il signe des contrats d'1 an en espérant que ça aille le plus loin possible. Le Grand Prix de France, malheureusement... C'est Valtteri Bottas, le Grand Prix d'Espagne, en fait. C'est le Valtteri Bottas Mercedes. Après, le Grand Prix de France, c'est pareil, c'est un peu... ça reste toujours un peu compliqué pour lui, même si pour l'instant, c'est assuré encore pour 2 ans. Il y aura forcément des Grands Prix qui vont sauter. Alors, c'est sûr qu'après, les possibilités vont se réduire, puisque beaucoup de Grands Prix essayent d'avoir des contrats pluriannuels et tout ça, mais... Je tendance à penser qu'ils passeront à 24 ou 25 courses en 2025, mais ils vont essayer de faire passer la pilule des 23 courses déjà qui a du mal à passer. Et puis, après, je pense qu'ils préfèrent en prévoir un maximum. On ne sait pas encore comment sera la situation. C'est pas dit que tous les pays puissent accueillir comme ils veulent en 2022-2023. On ne sait pas exactement. Même si la situation sanitaire s'améliore, la situation des voyages restera toujours potentiellement compliquée pour faire voyager un circuit aussi grand que la F1. Donc... ça peut être un peu le problème aussi, quoi. Après, de toute façon, comme tu dis, Alex, la F1 a besoin d'argent. Il lui faut un grand nombre de courses pour rentabiliser le sport. Et puis, pour rattraper en fait l'année et demie qui vient de passer, qui était très compliquée au niveau financier. Et de toute façon, là-dessus, c'est pour ça que les équipes ne gueulent pas tant que ça sur le fait qu'il y ait énormément de courses de prévues. On parle d'une possible rotation du personnel dès 2023, il y a des discussions là-dessus. Et les équipes sont prêtes à se plier à ça parce qu'à la fin, c'est plus de revenus et eux ont plus de dividendes. Donc, de toute façon, il n'y a pas trop le choix de leur côté. Et tout le monde a besoin d'argent. Il y a quasiment la moitié du plateau, comme on avait dit, qui a failli mettre sa clé sous la porte pendant le Covid. Aujourd'hui, ils sont contents de voir que la F1 prospère et justement arrive à tenir un calendrier. On peut au moins féliciter les dirigeants pour ça. C'est que tenir un calendrier de 22 ou 23 courses dans la période dans laquelle on est, c'est quand même très impressionnant. Et après, comme tu dis, effectivement, les places de premier et dernier du calendrier se négocient à un niveau assez élevé. Je crois que le contrat à Abu Dhabi, je ne sais pas si c'est pas 50 millions à l'année ou quelque chose comme ça pour avoir cette place-là. Donc, c'est effectivement des choses qui se négocient. Le risque, après, honnêtement, le risque, c'est que globalement, on parle du Qatar. Le Qatar, ils vont vouloir se placer où ? En fin de saison, certainement, proche d'Abu Dhabi. Et en fait, on se retrouve dans une situation où plus tu augmentes le nombre de Grands Prix, plus tous ces Grands Prix vont avoir envie d'avoir lieu justement plus près de la fin de saison. Alors, je ne parle pas des Grands Prix historiques. La Belgique restera toujours en août, Monaco restera toujours au mois de mai, tout ce genre de choses. On a des dates qui sont là depuis 50 ans, donc c'est pas gravissime. Encore, même la Belgique a bougé dans le calendrier, je dis pas. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, vous avez un nouveau Grand Prix. Si on vous dit bravo, vous êtes la 9e manche sur un calendrier de 29 courses, tu te dis oui, alors bon, ça va marcher sur le Grand Prix lui-même, mais on va pas avoir un impact. Et je pense qu'il y a aussi des Grands Prix, à mon avis, les Grands Prix de fin de saison, ils rêvent aussi secrètement d'avoir le champion du monde qui est chez eux. Et il y a beaucoup plus de chances maintenant si tu es à la 20e course du championnat que si tu es à la 22e que si tu es à la 4e, quoi, évidemment. Donc, je me dis, parce que le truc, c'est quand on regarde les calendriers, et c'est pareil dans tous les sports, c'est la fin du calendrier qui est extraordinairement serrée. Si vous regardez le début, ça fait beaucoup de Grands Prix toutes les 2 semaines. Enfin voilà, il n'y a pas non plus tant de grands double ou triple header, mais à la fin de saison, vous avez 4 Grands Prix en octobre, quoi. Après, je pense qu'ils essaieront de caler aussi, d'essayer de voir si les Grands Prix peuvent avoir des dates qui leur conviennent mieux. Par exemple, Miami, ils sont noyés un peu dans le début de saison, mais ça leur va très bien parce que ça tombe quasiment à équidistance de la fin de la saison NFL et du début de la saison NFL. Donc pour eux, vu que c'est un stade qui est dédié essentiellement à ça, autour duquel la F1 va rouler, ça leur va très très bien parce que ça fait une grosse activité pile au moment où normalement c'est la saison morte pour eux. Donc après, est-ce que c'est pas comme ça aussi qu'ils peuvent arranger justement des Grands Prix en disant bah voilà, on vous fait finalement par rapport au contrat qui était prévu, on enlève une petite partie des valeurs et puis on vous met à un endroit. Si vous nous dites que tel moment vous va bien, et ça ira. Après, effectivement, pour le Qatar, on peut penser que de toute façon, ce ne se fera pas à partir du printemps jusqu'à l'automne, puisqu'il fera trop chaud. Donc, il faudra forcément aussi se contenter de passer soit en début, soit en fin de saison.
Et puis en plus, quand on connaît la petite guéguerre entre les Émirats et le Qatar, c'est moi le plus fort, etc. Aussi. Pareil dans le foot, donc il y a aussi la guerre des égaux, tout ça. Et comme tu l'as dit, de toute façon, un peu l'argent qui roi comme toujours, et le promoteur qui aura souvent le dernier mot. Et comme tu disais, essayer de faire en sorte que ça ne corresponde pas avec d'autres événements sportifs importants. Moi, j'ai peur qu'à un moment donné, de toute façon, on va arriver à trop de courses et qu'on ne pourra plus les caser tout simplement. Et comme vous l'avez dit, les triple headers, je crois que ça aura sa limite à un moment donné. Je crois qu'il y a déjà un petit ras-le-bol dans certaines équipes, même si pour nous, en tant que spectateurs, effectivement, c'est exceptionnel. C'est génial d'avoir 3 courses en 3 week-ends. Je pense quand même que, voilà, de toute façon, au bout d'un moment, on ne pourra plus caser de courses. On pourra mettre tous les triple headers qu'on veut. Passer 25-26 courses, ça commence quand même à devenir un peu fou, quoi. Là, déjà, rien que quand tu as énoncé le calendrier, je te dis, ça en finissait jamais, quoi. Donc, c'est vraiment... Non, je disais peut-être que la F1 dira, bon, écoutez, on arrête avec les triplés de course, on va faire des quadruplés. C'est ça, voilà. Il y a aussi un point qui est... On vous a compris, on ne fait plus de triplés. Voilà, on en met 5 de suite maintenant. Vous êtes content. Pendant l'été. Et il y a aussi la disparition du jeudi, parce que savoir que le jeudi après-midi, normalement, il y avait les journées médias, donc tous les pilotes étaient là à répondre aux journalistes, etc. Maintenant, cette journée média va devenir une matinée média le vendredi, et on l'aura plus tard en essai libre. Ce que ça change, c'est que ça fait économiser un jour de présence à tous les mécanos, normalement, ou en tout cas une bonne partie des mécanos sur les circuits, et ça fait 23 jours de présence, et sur une année, ça peut quand même changer la donne. Donc la F1 essaie de faire son possible aussi, même si... Après, est-ce que ce sera tant que ça, Alexandre? Parce que les infrastructures, elles devront toujours être prêtes au même moment quand même. Je suis pas... Ça va permettre aux pilotes de venir un jour plus tard, mais les mécanos, je suis pas... Pour une partie des ingénieurs. Ce qui est le plus dur, c'est pour tous les mécanos qui vont monter les garages, les usines. Eux, c'est sûr que ils seront toujours là. C'est chez eux aujourd'hui qu'il y a une grosse fuite des personnes dans les employés, parce que pour en suivre quelques-uns sur Twitter et tout ça, il y en a qui sont déjà barrés, et ça continue à avoir. On voit beaucoup de mécanos qui se recyclent et qui partent, quoi. Donc je pense que le point névralgique qui va être atteint par eux avant d'être atteint par les pilotes ou les ingénieurs, qui effectivement, eux vont pouvoir gagner du temps sur les circuits, hors des circuits, grâce à la modification du format des week-ends. Oui. Et d'ailleurs, il y avait France Tost chez AlphaTauri qui a dit, si les mécanos ne sont pas contents, ils n'ont qu'à partir parce que c'est la F1. Donc ça, c'est une mentalité très 19e siècle, et au contraire de Toto Wolff qui a dit c'est pas du tout la mentalité qu'il faut avoir, on charge les solutions, etc. Je suis sûr qu'ici, si on voulait choisir entre avoir comme patron Toto Wolff ou Franz Tost, lequel on choisirait? D'ailleurs, Günther Steiner. Moi, je veux Helmut Marko, moi. J'aime la pression. Il a tort. J'aime voir mon téléphone sonner à 7h du matin. C'est ça. Un dimanche. Pour me faire rétrograder. Voilà. C'est important pour moi de savoir que je ne serai plus rédacteur, mais juste pigiste. Tu vois, c'est bien de vraiment. C'est important. Non, mais c'est. J'aime me faire insulter en allemand. Ce qui est en plus, ce qui est entre guillemets choquant, c'est même pas 23 courses, c'est beaucoup, mais j'ai déjà eu des gens qui ont dit non, mais ça va, ils ont 23 courses, il y a 52 semaines. Putain, c'est pas comme s'ils roulaient le 1er janvier et le 31 décembre non plus. C'est-à-dire que c'est 23 courses en 36 semaines. Ça, c'est intéressant. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, ça fait 23 courses en 35 semaines. Et en considérant qu'il y a 4 semaines qui sont sacrées au milieu, dans lesquelles ils ont quand même 2 semaines de présence à l'usine, ça fait 23 courses en 31 semaines. Donc, on vous laisse calculer le nombre de courses que ça fait restantes. Et donc, de week-end libre, sachant qu'effectivement, les semaines où il n'y a pas de F1, ils vont quand même à l'usine faire d'autres choses. Donc, dans tous les cas... C'est compliqué, Michael, c'est que la F1 ne roule pas le 31 décembre, mais ça peut donner des idées parce qu'en foot, en Angleterre, on joue le Boxing Day. On joue entre Noël et Nouvel An et on voit des courses au Moyen-Orient. À mon avis, on va donner des idées. Mais on avait à l'époque... La F1 a déjà commencé début janvier. Ouais, dans les années 60 même, on avait un Grand Prix fin décembre et un Grand Prix début janvier. On passait d'une saison à l'autre en restant en Afrique du Sud tranquillement, et il faisait le Nouvel An. On avait des anecdotes d'ailleurs où il disait c'était incroyable, il y avait des photos qui circulent dans les années 60 des pilotes qui font la fête au Nouvel An,
Et puis 9 heures après, ils sont sur le circuit en train de se battre et de se foutre des coups de roue parce que c'est le début de la saison de Formule 1. C'était La bonne époque. C'était complètement fou. Rallye 50 qui dit mon cousin, quand il partait en WRC avec Citroën, il partait dimanche pour le week-end qui commençait le vendredi. Bah oui, parce qu'il faut évidemment voilà, tout construire. C'est pareil en Formule 1 et c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Et comme le dit Dave Murray dans le chat, oui, on va finir par un calendrier de NASCAR. Et moi, je suis désolé, je trouve pas ça productif, quoi. Moi, la NASCAR, alors je sais pas si encore notre ami Frascar est dans le chat, mais je regarde des courses et je choisis les courses dans l'année, en fait. Je me dis, voilà, je me fais des moments forts et je me construis ma saison comme ça. J'ai peur que ça devienne aussi comme ça pour la F1, en fait. Après, il y a des gens qui regardent toute la NASCAR aux États-Unis, les gens regardent la NASCAR tous les week-ends. Mais la différence, c'est que la NASCAR, c'est pas 2 séances, enfin, c'est pas 2 heures d'essai le vendredi, 2 heures d'essai le samedi et une course le dimanche. En ce moment, la NASCAR, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait même pas besoin d'essai. La moitié du championnat se fait avec la grille tirée au sort par groupe. Les 10 premiers ont tiré au sort le classement, les 10 suivants, etc. Donc, parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, les essais ne servaient pas à grand-chose. Donc, c'est une philosophie qui est complètement différente. Et si on commence à se calquer là-dessus en disant, bah oui, eux, ils le font, on peut le faire en F1, ça ne marchera pas parce que ce n'est pas du tout le même sport. Alors oui, il y a 4 roues et un moteur, mais ça s'arrête là. Et il ne faut surtout pas que la F1 se calque là-dessus parce que c'est un sport qui se passe que aux États-Unis, qui fonctionne dans son microcosme à lui, avec un calendrier qui est quand même réfléchi à minimum dans pas mal de cas pour que les courses s'enchaînent pas trop mal et avec beaucoup de courses qui sont autour des bases des équipes. Et c'est quand même très très différent. Et j'espère que la F1 n'est pas en train de se dire il y a pire ailleurs, on peut faire ça, quoi. Ça, parce que moi, c'est ce qui me fait peur, c'est qu'il y ait des grands prix. Enfin, le pauvre Grand Prix de Russie, personne ne le regardera. Enfin, ce genre de truc, ça peut. Est-ce que c'est très. Alors, après, j'allais dire, est-ce que c'est très utile pour la F1? Est-ce que ça va leur faire du bon pour les audiences globales? Quand on voit Stefano Domenicali qui veut commencer à mettre en place des grands chelems, et ce genre de choses où on va clairement donner plus d'importance à certains grands prix, est-ce qu'on n'est pas arrivé peut-être aussi aux prémices de cette idée où ils vont nous caser 10 grands prix dans l'année, ils vont dire c'est les grands prix, et puis le reste ce sera des courses entre guillemets pour remplir un petit peu le reste du calendrier, pour arriver à 25 courses, parce qu'on rappelle c'est le plafond qui est pour l'instant le maximum autorisé, mais qui est surtout ce que Liberty Media veut avoir. Liberty Media veut arriver à 25 courses, donc on va devoir se les farcir à un moment donné. Petit tour de table, est-ce que, ça c'est l'avis, je vais commencer par Paul, est-ce que c'est l'avis? Est-ce qu'on n'est pas sûr, parce que là on parle de trop de grands prix dans le sens les ingénieurs, les mécanos, les pilotes, mais en tant que nous, dans notre canapé le dimanche, est-ce qu'on n'arrive pas à trop de courses, et est-ce qu'on n'aimerait pas en avoir moins, juste aussi pour retrouver peut-être cette excitation un peu plus au niveau des grands prix? Bah ouais, c'est un peu comme je le disais tout à l'heure, on a plus de chances d'avoir un championnat serré s'il y a un petit peu moins de courses, encore une fois. Plus on étend le calendrier, plus on donne la chance finalement aux meilleures équipes d'avoir le plus d'avance possible au championnat. C'est ce qui s'est produit ces dernières années. Moi, je pense que ça risque de tuer le spectacle. Alors, ça peut avoir l'effet inverse dans la mesure où plus il y a de courses, plus on a aussi de vainqueurs potentiels. Mais d'un autre côté, il faut souhaiter dans ce cas-là qu'il y ait une hiérarchie super serrée, qu'il y ait une lutte infernale entre, je sais pas, Red Bull, Ferrari, Mercedes. Et à ce moment-là, on peut avoir une saison exceptionnelle avec 23 courses absolument extraordinaires. Si encore une fois, on a un constructeur qui fait des doublés à toutes les courses, moi personnellement, c'est pas ce que je souhaite, mais avoir 23 doublés d'une même écurie sur une saison, alors ça n'arrivera jamais, mais ce que je veux dire, c'est que, admettons, on est 16 ou 17 victoires d'une seule et même équipe sur 23 courses, je suis pas sûr que ce soit si passionnant que ça. Encore une fois, la Formule 1, c'est un sport très particulier à ce niveau-là. Le NASCAR, ça fait partie de ces sports où on peut avoir un vainqueur différent à chaque course. C'est pas personnellement le sport que je suis le plus, mais il y a ce facteur un petit peu hasard qui existe beaucoup moins en Formule 1 finalement. Une équipe dominante sera une équipe dominante généralement toute la saison, des fois plus. Donc voilà, je ne dis pas qu'il faut faire revenir en arrière et revenir à 15 ou 16 courses, mais ça nous offrait quand même des saisons avec énormément de suspense. Là, la première qui me vient en tête, c'était 2003, je crois, où il y avait 16 courses. Schumacher, qui par exemple avec Ferrari avait fait un début de saison très moyen, Kimi Raikkonen notamment avait pris la tête, et Schumacher avait certes la voiture dominante, mais il lui a fallu plusieurs grands prix pour revenir, et ça s'était joué à la dernière course. Si la saison avait fait 22 ou 23 grands prix, je pense que ça aurait été différent, par exemple. Donc c'est un peu le risque. De même, plus récemment, 2017-2018, quand ça joue entre Vettel et Hamilton,
peut-être, sait-on jamais, s'il y avait eu moins de Grands Prix, la lutte aurait peut-être été plus féroce en fin de championnat. Au lieu de ça, ça s'était décanté finalement à 2-3 Grands Prix de la fin, et du coup, on avait des fins de saison intéressantes sur les Grands Prix en question. Mais pour les championnats, finalement, c'était réglé assez tôt. On avait Hamilton et Mercedes champions à plusieurs Grands Prix du terme, ce qui est bien pour eux, ce qui est moins bien pour nous. On a beaucoup de chance ici cette année que ce soit encore serré. Mais j'ai quand même, moi je vous dis, je le crains le truc où là, je le souhaite à personne, mais 2 abandons de suite. Et là c'est plié, on remballe tout, merci, au revoir. Il y en a un qui va faire 2 abandons de suite, ça va être réglé. Et là, ce serait là la logique de mettre les grilles inversées ou tout autre artifice que soit Liberty Media pour qu'il y ait, si la course la précédente est nulle ou si le championnat n'est pas serré, ben, au moins on le relance l'intérêt. Donc ce système-là, même s'il est déploré par certains, c'est aussi le moyen de mettre de l'intérêt dans une saison sans intérêt et de susciter ce spectacle. Alors, j'imagine même pas aussi le nombre de polémiques entre Horner et Wolff sur une saison de 25 courses. Hein. Vous imaginez, ça serait trop long à traiter. Ah, je peux pas, là. Ce serait insupportable. Vous imaginez les émissions toutes les semaines à devoir décrypter ce qu'ils font pendant 23 courses. C'est plus possible. On va demander une prime de risque. Non, mais alors, on parle de chat. Effectivement, tu parlais de la NASCAR, Paul. On va bientôt être obligé de mettre des playoffs, en fait, juste pour s'assurer que le championnat se joue jusqu'au bout, quoi. C'est ça qui est un peu dommage, parce qu'on parlait, effectivement, en NASCAR, il y en a un qui domine, il s'appelle Kyle Larson, il est en train d'exploser tout le monde, et il va peut-être finir 4ème du championnat, parce que tout se joue sur une seule course, et que voilà, il suffit qu'ils aient pas les bons réglages, ils finissent 4ème et c'est réglé, quoi. Donc c'est un peu... Après, si je peux faire une réponse à la France Toast, si on n'est pas content, on n'a qu'à partir. Hein. Oui, venez regarder l'IndyCar, le 11 septembre, la saison elle est finie. C'est bien, ça vous laisse 6 mois d'intersaison derrière, c'est chouette ça. Je vous rappelle qu'il y avait des saisons d'IndyCar qui commençaient quand même fin mars et qui se finissaient le 30 août. C'était ce qu'on appelait compact. Mais alors par contre après, c'était ce qu'on appelle chiant. Hein, à partir du 31 août jusqu'au 20 mars de l'année après. C'était affreux. Il y avait, c'était terrible. Vas-y Manu. Pour répondre à ton... C'est ça. Pour répondre à ton tour de table, moi je pense que à un titre personnel, j'ai pas de problème parce qu'il y a beaucoup de courses, j'adore ça et ça me gâche pas le spectacle qu'on ait déjà 17 de passé, qu'il en reste 6. Moi j'adore ça. Après, je peux comprendre que les gens du coup se lassent un peu et sélectionnent des courses parce qu'ils n'ont pas que ça à faire. Moi c'est vrai que j'adore, enfin voilà, j'ai vraiment zéro problème à le dire. Toutes les courses m'intéressent quasiment, même cette année en l'occurrence c'est le cas. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Après, pour un contre-exemple de ce que tu disais Paul, il y a 2002. Où 2002, la saison est jouée en juillet. Mais effectivement, c'est vrai que globalement, tu as raison sur le fait qu'il y a des saisons récentes où trop de courses ont un petit peu dynamité la fin de saison. Moi, surtout 2018, quoi, où Vettel se met à faire n'importe quoi et après il enchaîne les mauvaises courses. Et en fait, on passe d'une saison hyper disputée à une saison qui se termine 3 courses avant la fin, alors qu'à 8 courses de la fin de saison, tout était jouable. Donc, c'est vrai que ça peut plus inscrire les dynamiques en fait qui posent problème comme ça pour les pilotes et l'équipe, et ça oblige à être à un niveau qui est impressionnant beaucoup plus longtemps. Après, moi je trouve que c'est ce qui fait le charme de cette année, c'est que justement ça fait 17 courses que Hamilton et Verstappen sont à leur niveau max sans faire d'erreurs ou très peu d'erreurs, on va dire, par rapport à ce qu'on leur demande, et ils vont encore passer probablement 6 courses à le faire. Donc je trouve qu'il y a un côté vraiment hyper impressionnant à voir des équipes dérouler des championnats aussi longs en mode machine de guerre comme ça, avec des pilotes qui sont pas loin d'être infaillible pendant 8 à 9 mois de la saison. Mais je comprends que ça fasse quand même beaucoup pour beaucoup de monde. Quand tu rappelles 2002, ce qui est terrible, c'est que 2002, donc, on rappelle que Michael Schumacher est champion du monde en juillet à la 11e course du championnat. C'est vrai. À Manicourt, on va avoir la 11e course du championnat quasiment aux mêmes dates. Hein. C'était le 21 juillet, là ça va être le 10 juillet. Sauf que là, on sera pas à la mi-saison. C'est ça en fait, moi, on sera dans le cœur de l'été et on sera pas à la mi-saison, quoi. Mais ça va être terrible. Aura encore sa chance. Ça va être incroyable. Tu te rends compte qu'on va être arrivé le 10 juillet, tous les pilotes seront encore potentiellement titrables. C'est ça. Puisque vous pouvez, vous pouvez gagner tous les grands prix qui restent et gagner. Enfin, ça me rend, voilà, c'est complètement. Ça, c'est le côté vieux de la vieille, et voilà, je veux absolument que ça reste comme avant. Mais alors, c'est vrai qu'il me demandait, oui, c'est le Grand Prix du Texas d'ailleurs, Alexandre, puisque le week-end c'est le Grand Prix du Texas. Grand Prix des États-Unis au Texas, donc c'est important. Mais vraiment. Il y a des vérités indépendantistes au Texas, donc attention à ne pas provoquer des polémiques. Oui, puis surtout que là-bas, les vérités indépendantistes, c'est pas, on va pas faire un référendum, non, on va sortir des gros flingues, c'est un autre monde. C'est le Far West.
C'est pas l'Écosse. J'avais pu le Texas et ce qui m'avait marqué, c'est que dans les épiceries, il y avait marqué il est interdit, non pas, il y avait un fusil d'assaut qui était pareil, il est interdit d'emmener son fusil d'assaut à l'épicerie. Juste les pistolets, s'il vous plaît. Voilà, mettez les armes de poing, au moins on peut se défendre. Faites quelque chose. En tout cas, cette saison 2022. Alors, on nous disait aussi, vous n'avez pas parlé des essais hivernaux, parce qu'il n'y a pas de calendrier des essais hivernaux qui est sorti. On vous en parlerait si on avait un calendrier. On est parti sur 2 fois. Il y a des rumeurs. C'est 2 fois 4 jours maintenant, si je dis pas. Non, là, une fois 5, une fois 3, pardon. Ouais, une fois 5, une fois 3, ouais. Après, tout cela n'est encore qu'une rumeur. On n'a pas plus de précision, on va dire, pour l'instant là-dessus. Ça va aussi rajouter évidemment des jours en plus pour toutes les équipes. Globalement, elles vont les équipes, ça va être de février à novembre. Ça va charbonner, quoi. Et on rappelle aussi que la saison se termine en novembre parce que la Coupe du Monde de football aura lieu quelques jours plus tard, puisque ce sera je crois même que c'est pas le 21 novembre qu'elle commence justement la Coupe du Monde. Attendez. Alors, bon, j'allais vous dire, je vais chercher ça et je vais vous le dire. J'étais en train de chercher la Coupe du Monde 2002, donc ça ne vous aurait pas exactement intéressé. Je ne vais pas vous on peut cacher. même te dire qui a gagné du coup. Oui, exactement. C'est du 21 novembre au 18 décembre la Coupe du Monde. Donc effectivement, on va arrêter la F1 juste avant la Coupe du Monde de football, qui va donc commencer un lundi. Comme dit Franck, ce serait 5 jours à Barcelone et 3 jours à Sakir, les essais hivernaux. Johan Scudi, une partie rumeur sur Sauber, Renault, Andretti, Alpha, tout ça. Il fallait venir dans l'émission de la semaine dernière, où on en a déjà parlé avec Julien Ferraud. Mais il y a eu du nouveau, Mathieu. On a de la news fraîche sur Next Gen Auto, puisqu'on a publié ça tout à l'heure en fin de journée, où c'est Mario Andretti, donc le père de Michael, qui est donc le propriétaire d'Andretti Autosport, qui s'est lâché un peu dans le podcast de la F1 et qui a dit effectivement que le projet était en négociation avancée. Il a dit « Je ne suis pas porte-parole de l'équipe, donc je ne peux pas en dire plus », mais il a vraiment clairement dit qu'il y avait des négociations qui avaient bien avancé, et il a dit que Colton Herta, en gros, à peu de choses près aujourd'hui, ne pensait qu'à ça. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'objectif de Colton Herta, ce qui veut dire qu'effectivement, le projet Andretti est quand même bien vivant, puisque Herta n'a pas d'autres solutions pour l'instant en F1. Et du coup, il voudrait, alors après, la question c'est 2022, 2023, ou voilà, on ne sait pas, 2022, ça paraît toujours short. Mais en tout cas, Colton Herta veut aller en F1 et pense qu'il peut, il a son ticket avec Andretti, et apparemment, quelle que soit l'avancée des négociations, c'est en bonne voie pour que ça se rachète, pour que Andretti Investments rachète Sauber dans les prochains mois ou prochaines semaines peut-être, puisqu'ils vont en rediscuter à Austin. Jenna Fryer, qui est journaliste pour l'Associated Press, donc c'est un peu l'équivalent de l'AFP aux États-Unis, a dit que globalement, plusieurs personnes, donc évidemment plusieurs sources, lui ont dit que Michael Andretti aurait essayé, et essayé encore, de trouver une équipe pour mettre Colton Herta dans une voiture pour les essais libres 1, pour ce week-end à Austin. Pour l'instant, évidemment, personne n'a accepté. Ça me paraît quand même assez compliqué à faire, mais c'est... Ouais. Là, il y a eu le moulage de baquet à faire avant. On voit que Pato Howard a déjà moulé son baquet pour Abu Dhabi. Les plannings sont tellement chargés, c'est un peu le problème. Aujourd'hui, tu ne peux pas envoyer un pilote comme ça à l'usine. Salut, j'ai moulé le baquet, parce que justement, il n'y a pas cette liberté-là. Donc, j'ai tendance à penser que s'ils veulent peut-être pour le Mexique dans 2 semaines, mais les États-Unis ce week-end, ça me semble un peu mort. Ils sont déjà tous là-bas, de toute façon. Et apparemment, il y a aussi des personnes qui auraient vu, mais ça, on est dans le domaine de la rumeur, il est possible que Michael Andretti ait été en Suisse, du côté d'Inville, justement, aussi ces derniers jours. Voilà. Après, effectivement, je pense que Mario Andretti n'a pas non plus vendu la mèche, parce que Michael l'avait fait lui-même en disant s'il y a une opportunité, on la prendra. Enfin voilà, on savait très bien que ça allait se faire comme ça. Mais par contre, c'est vrai que Mario Andretti a un petit peu cette habitude. Parce qu'en fait, tu dis, je suis pas porte-parole de l'équipe. En fait, la vraie phrase, c'est pas, je suis pas porte-parole de l'équipe, donc je ne sais pas où ça en est. C'est, je suis pas porte-parole de l'équipe, donc je peux largement dire ce qui se passe, puisque de toute façon, je n'ai aucun lien. Mais voilà, c'est assez... Ça à voir, évidemment, ce qui va se passer. Isma qui nous dit, donc Théo, c'est foutu. Non. Si Michael Andretti garde Frédéric Vasseur, et je vois pas pourquoi il le ferait pas, parce que Michael Andretti n'est pas là pour transformer l'équipe en Andretti Autosport non plus, c'est juste pour racheter avec un groupe d'investisseurs, voilà, c'est pour remplacer Longbow Finance. Si c'est toujours... après, oui, évidemment, on met Colton Herta, mais imaginons que Colton Herta est nul l'an prochain et on le vire au bout d'un an, la place sera toujours là pour Théo Pourchaire. Faut pas partir aussi défaitiste que ça. Puis ils vont garder l'académie aussi, s'ils rachètent, à mon avis. Il y aura toujours l'Académie Sauber. Bon, alors effectivement,
Bottas est là 2 ans, mais après, voilà, on va voir. Ça peut évoluer très vite en Formule 1. Vous le savez très bien. Colton Herta, de toute façon, a re-signé un contrat chez Andretti en IndyCar cette année, et puis donc maintenant, on est en train de parler de lui en Formule 1. Donc voilà, c'est des choses. Sachant qu'il n'a pas la super licence. Et puis attention à Pourchaire, enfin, je l'aime beaucoup et je vais pas lui porter malchance, mais il peut nous faire une Schwarzman, c'est-à-dire une première saison très prometteuse et ensuite flop. Et Bien donc sûr. là, ça remettrait les choses en question. Mais je ne le souhaite pas parce qu'il a un gros potentiel. Donc, mais bon, l'exemple de Schwarzman nous prouve que c'est toujours possible. Il est encore très jeune, hein. Je pense qu'une deuxième saison en Formule 2, pourquoi pas essayer de dominer, parce qu'on n'a pas forcément une saison avec une vraie domination d'un pilote cette saison, mais le voir progresser, gagner plus régulièrement et éventuellement dominer le championnat, ça pourrait être plus bénéfique selon moi. Après, il faut voir, les places qui seront là en 2022 seront peut-être plus là en 2023, c'est ça aussi la Formule 1. Les opportunités ne se représentent pas tout le temps, mais bon, à voir. Une deuxième saison en Formule 2 où il gagnerait beaucoup de courses, je pense que pourrait lui faire du bien, cela dit. Il est encore vraiment jeune, cher, mais... Moi, je pense encore un peu tendre pour la F1. Il est pas encore au sommet. Il n'est pas comme un Piastri ou même Zhou qui beaucoup à 3 saisons, mais qui au moins on sent qu'il serait prêt, entre guillemets, il serait à maturation, même s'il n'a pas forcément le talent qu'on attendrait de lui. Mais voilà, pour Cher, il est jeune, comme tu dis, il vient directement de la F3, alors comme Piastri, mais il est pas aux avant-postes. Et pour moi, il a plus à perdre qu'à gagner. Alors, c'est toujours le risque parce qu'effectivement, une deuxième saison de F2, c'est jamais gagné d'avance. Mais à 17 ans ou à 18 ans en F1, si ça se passe mal, j'ai tendance à penser que derrière, c'est fini, quoi. On voit déjà, heureusement pour Tsunoda, que par exemple, il a le soutien de Red Bull, qui lui offre une deuxième saison. Mais on peut penser que si ça avait été un autre employeur, finalement, il y aurait eu un autre pilote qui serait arrivé ou qui aurait pu lui prendre la place. Donc, j'ai un peu peur. On n'est pas sur des George Russell ou des Charles Leclerc pour l'instant. On est sur des très bons pilotes, évidemment. Quand ils arrivent à ce niveau-là, qui gagnent des courses, encore une fois, Théo Pourchaire gagne à Monaco à 17 ans, ça veut dire qu'il est très très bon. Et là-dessus, je crois que personne n'en doute. Mais il y a une différence entre les très très bons et les excellents. Et pour l'instant, il y a cette petite limite que moi je mettrais là entre un Pourchaire et un Russell, ou même peut-être un Piastri qui a l'air un peu plus à même d'être prêt à dominer un championnat. Mais on voit même que pour Piastri, c'est hyper compliqué de trouver un baquet, donc, alors qu'il a le soutien d'Alpine. Donc effectivement, moi je serais d'avis à dire que pour 2022, ça me semble compliqué pour Pourchaire dans tous les cas. Et après, effectivement, ça pourrait par la suite se compliquer un peu plus. Effectivement, alors je revois aussi, désolé, je retourne moi sur Colton Herta, excusez-moi, mais avec ce problème de super licence, en fait son souci, donc on rappelle, à cause du Covid, vous prenez plus les points de super licence, on va rappeler ce que c'est les points de super licence, parce que c'est vrai que les gens se demandent peut-être ce que c'est. En gros, fut une époque où, si vous veniez avec une mallette suffisamment remplie, vous pouviez acheter un baquet en Formule 1 et merci, au revoir. Et bon, voilà, on vous donnait une super licence. C'était un petit peu comme une pochette surprise à l'époque, on va pas se le cacher. Et l'arrivée de Max Verstappen à 17 ans en Formule 1 a fait quand même beaucoup parler. Et donc, la FIA a mis en place un système disant que déjà, vous n'avez pas le droit d'avoir moins de 18 ans avant de rentrer en Formule 1. Ça, pour Théo Pourchaire, c'est bon, puisqu'il a fêté ses 18 ans cette année. Et surtout, maintenant, en fait, vous devez atteindre un nombre de 40 points de super licence qui sont donnés. Donc, par exemple, ils disent le vainqueur de la Formule 2 remporte, disons 40 points, le deuxième 30 points. Et donc, en fait, la FIA a fait un barème gigantesque avec quasiment toutes les disciplines. Il y a même du DTM. Enfin, vraiment, ils sont allés voir très très large pour essayer de faire en sorte que seuls les meilleurs accèdent à la Formule 1. Maintenant, donc, le souci, avec le Covid, on a décidé de prendre les 4 dernières années. Vous pouvez prendre les 3 meilleures saisons de vos 4 dernières années, vont compter pour vos points de super licence, puisqu'on les prend sur 3 ans. Problème pour Colton Herta, si on prend ces 4 dernières années, il peut faire n'importe quelle combinaison pour arriver à 40 points de super licence et l'avoir. Donc ça, il n'y a pas de souci, puisqu'il avait 12 points parce qu'il avait terminé vice-champion d'Indy Lights, 4 points en 2019 en IndyCar, 20 points en 2020 et 8 points en 2021. Problème. En 2018, quand il finit deuxième de l'Indy Lights, l'Indy Lights, c'est un championnat où si vous aviez 7 voitures par meeting, c'était plutôt pas mal. Et du coup, la FIA a mis aussi une règle en place disant que s'il n'y a pas suffisamment de voitures par meeting, vous ne pouvez pas avoir tous les points de super licence. Parce que sinon, dans ce cas-là, moi je crée un championnat avec 2 voitures pour mon fils. Voilà, il gagne le championnat, bravo, 15 points de super licence, bravo. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc le problème, c'est que on se retrouve dans une situation où, par exemple, Colton Herta, pour l'instant, n'a pas de super licence. On peut évidemment lui en donner une, on a encore des exemptions. Je veux dire, c'est à un moment donné, vous avez le plus grand talent de tous les temps. Il y a juste beaucoup voilà, il ne se retrouve pas avec les points de super licence parce qu'il a connu un parcours étonnant. Il peut évidemment avoir sa super licence. Mais du coup,
Ça va être un petit peu aussi la question autour de tout ça. On va voir ce que ça va donner, bien évidemment. D'après Demoser, donc Toto Wolff nous a dit cette semaine qu'il déconseille à Sauber de vendre l'équipe Andretti. Encore une fois, Sauber n'a rien à voir dans l'histoire. Sauber, l'écurie n'appartient pas à Peter Sauber, n'appartient pas aux personnes qui gèrent Sauber. C'est un groupe de financement et si le groupe décide de vendre, ils vendent. Ça, après... Pourquoi pas? Enfin, Andretti a créé une entité spécialement pour investir dans des entreprises et dans des équipes, etc. Ça me paraît pas être un mauvais plan de laisser les rênes à une entreprise comme ça. Andretti est dans beaucoup de championnats et ça fonctionne très bien pour lui. Donc, on se rappelle qu'Andretti, c'est quand même IndyCar, mais c'est aussi en endurance avec United, c'est aussi en extremis, c'est aussi en rallycross. Donc, c'est déjà en fait une entité à beaucoup de formes. Donc, pourquoi pas? Tiens, je veux jouer le Sigourney, nous pose une question. Ça aurait presque sa place dans le courrier des viewers, même du Racing Café, cette affaire. On se retrouve jeudi, mais si Prost voulait participer à un Grand Prix, est-ce qu'il y aurait le droit? D'ailleurs, Prost s'est récemment exprimé sur le pilotage des F1 anciennes et modernes et il racontait notamment son fils qui avait testé sa Renault de 83. Il l'avait trouvé totalement inconduisible et ils ont même dit on a dû arrêter le test parce qu'il allait casser l'embrayage. Et Prost a dit mais ces F1 modernes ne sont pas faites pour nous les anciens pilotes. Donc, à mon avis, il ne veut pas participer. Cela dit, avec la règle, il serait peut-être autorisé à participer aux essais jeunes pilotes. Peut-être un Keith Stewart. Quadruple champion du monde de Formule 1. Mais... Ouais, on peut faire un petit groupe de jeunes pilotes pour Abu Dhabi, genre Stewart, Prost, Mansell, des pilotes comme ça, ce serait sympa. Alors, Alonso, apparemment, parce qu'il y a le on nous pose la question, est-ce que si on donne, est-ce qu'on donne des points au WRC? Non, c'est-à-dire qu'il donne des points. Alors, par contre, il donne des points à tout ce qui existe en termes de course sur circuit. Le champion de NASCAR Cup va avoir 15 points. Va avoir autant de points que le vainqueur de que la gagnante de la W Series. Question, est-ce que le vainqueur de la NASCAR Cup a vraiment plus de talent qu'un pilote de rallye? Tout à fait. Ça, c'est pas. Ça, votre dame, je ne sais pas. C'est un peu... mais... moi, quand je vois... D'ailleurs, cette idée de comparer les disciplines, elle est explorée actuellement par la FIA qui réfléchit à la création, comme un tennis, d'un système où on pourrait désigner le numéro 1 mondial du sport automobile, c'est-à-dire que tu gagnes la Formule 1, tu as 30 points, comme quand tu gagnes Roland Garros, tu as 30 points, enfin je ne connais pas les barèmes, etc. Et donc voilà, tu gagnes Indy Lights, tu as 0,5 points. Et en fait, c'est ainsi le numéro 1 mondial du sport automobile, comme si on pouvait comparer les disciplines. Ce qui semble moins un peu artificiel. Hein. C'est comme quand on nous demande quel est le meilleur pilote de F1 de tous les temps. Ça dépend de la réglementation. On peut dire quel est le meilleur pilote d'une réglementation d'une époque, mais comparer les pilotes entre les disciplines et entre les époques, c'est toujours très difficile, même si évidemment, je ne dis pas que la Formule 1, ça vaut n'importe quelle autre discipline. C'est pas si difficile que ça non plus. Il faut peut-être arrêter à un moment aussi avec ce mythe de dire que c'est compliqué de savoir qui est le meilleur pilote de tous les temps. Alex a 100% raison, ça marche au tennis ou au golf, le classement mondial, parce qu'ils se battent tous avec le même matériel et dans les mêmes conditions. C'est le même sport. Mais voilà, c'est ça. Dans ce cas-là, il faudrait donner les mêmes voitures à tout le monde dans toutes les disciplines, mais c'est pas le cas. Donc pour moi, ça n'a aucun sens. D'autant plus que la Formule 1 est censée être le pinacle. Donc en théorie, le numéro 1 mondial, c'est le champion du monde de Formule 1, si on va vraiment dans ce jeu-là. Dans la même mesure que gagner un grand chelem en tennis, c'est mieux que de gagner un tournoi Challenger dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'on compare? Qu'est-ce qui gagne plus de points? Enfin bon, ça, je pense que l'idée elle va disparaître aussi vite qu'elle est venue. Enfin, j'espère, parce qu'elle n'a aucun sens. On ne peut pas comparer les disciplines. Mais surtout que c'était un peu le fantasme qu'ils avaient eu quand ils ont fait renaître la Race of Champions, où finalement ils voulaient couronner le meilleur pilote et tout ça. Et en fait, en 2006, le meilleur pilote c'était Heikki Kovalainen qui était même pas en F1. Ouais. Alors, tu sais, tout de suite, ça a calmé un peu tout le monde. Et oui, bon, effectivement, c'est peut-être pas la meilleure moyen d'élire le meilleur pilote du monde. Bah, c'est ce qui m'inquiète, parce que des gens disent dans ces rumeurs-là qu'ils aimeraient faire justement un système. Et par exemple, à la fin de la saison, les 10 premiers du classement, on les invite, ils font une course de F4 tous ensemble, et puis voilà, bon, imagine sur je ne sais quel artifice, sur je ne sais quelle connerie, Kyle Larson, qui mène actuellement à NASCAR, se retrouve dans ces 10-là et il bat tout le monde en F4. On va dire, en même temps, est-ce que vous imaginez vraiment Lewis Hamilton se battre à fond dans une course comme ça? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que les mecs ils vont vouloir chercher à prouver dans une course comme ça? Enfin bon, je vois, voilà, c'est pas
c'est pas intéressant pour eux, je pense pas. Après, effectivement, ils vont Pour sans doute Kovalainen pas- à l'époque, oui, parce que. Oui, pardon. Vas-y. Vas-y, Paul, vas-y. Non, je disais que l'exemple de Kovalainen, il est très bon, mais ce jour-là, t'étais presque inconnu et t'as l'occasion de battre. Alors à l'époque, je crois que t'avais quoi, les Michael Schumacher, Sébastien Loeb, je sais plus qui exactement C'était un vrai Race of Champions à l'époque, hein, j'avoue. C'était bien. C'est ça, et pour lui, ça avait toute une valeur. Donc Kovalainen, il avait tout intérêt à tout donner. Pour les autres, c'était, je pense, plus de l'amusement qu'autre chose, et surtout essayer de pas avoir un accident en vue de la saison suivante. Enfin, franchement, je pense que voilà. Donc c'est aussi le charme du sport automobile finalement, c'est qu'on saura jamais vraiment. Comme vous l'avez dit, on peut pas comparer les époques, on peut pas comparer les disciplines, c'est pareil. C'est propre à ce sport-là finalement. Il faut l'accepter. Il y avait déjà en fait ce système, les gens l'oublient, mais le système existait déjà. Castrol avait lancé ça, c'était le Castrol Driver Rankings. Et Oui, bon, ça te donnait des trucs, voilà, ils avaient fait un espèce d'immense algorithme, voilà, un peu comme le. Mais bon, en fait, le truc, c'est que je pense que la comparaison, donc, veut faire, oui, on compare ça au tennis, à ce genre de choses. La vraie comparaison, c'est qu'on va se retrouver avec le même système qu'en football, en fait. Où c'est un classement qui n'a ni queue ni tête, où ça fait 3 ans qu'on nous dit que la meilleure équipe du monde, c'est la Belgique qui n'a jamais rien gagné. Tu peux te retrouver avec des trucs pareils aussi sur la F1. Donc c'est. Voilà, je suis un peu. Bon, je suis aussi très. Je m'attends pas à grand chose là-dessus, très clairement. Tiens, on pourra avoir une finale avec Flavio Briatore qui anime Race of Champions. Mais pour en revenir à Race of Champions, si on s'en tient justement à cette compétition, le meilleur pilote du monde actuellement, c'est Benito Guerra. Donc, parce que c'est lui qui a gagné la dernière, et l'avant-dernière, c'est David Coulthard. Donc, comme quoi, Hamilton et Verstappen sont un peu surcotés, je pense. Voilà, c'est des choses où. Bon, Ah, mais ça montre un peu tout le ridicule de ça, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure en se marrant, mais ça montre vraiment pour moi, comme tu disais, Paul, c'est pas. On peut pas comparer, en fait, c'est même pas les mêmes sports, donc on peut pas. C'est gentil de vouloir toujours faire des classements, c'est très américain. Les Américains ont toujours des classements, toujours des statistiques pour tout et n'importe quoi. Mais là, c'est pas comparable. Déjà qu'on peut pas comparer, on peut difficilement comparer des pilotes qui étaient en F1 il y a 5 ans ou 10 ans avec ceux qui sont maintenant. C'est encore plus compliqué de le faire avec des pilotes qui étaient là il y a 20 ans. Et ensuite, on veut comparer des pilotes de F1 et de rallye, ça n'a aucun sens. Ils sont tous excellents dans leur discipline. Mais après, dire lequel est le meilleur pilote, c'est pas possible. Ils sont pas sur les mêmes terrains. Le truc, Déjà, c'est que c'est ça. Vas-y. En fait, c'est que par exemple, donc les Castrol Driver Rankings, donc ils avaient dit, voilà, on a fait un truc incroyable. Ça a tellement bien marché que ça n'existe plus, vous l'aurez remarqué. Mais par exemple, vous prenez le classement du 11 janvier 2010, voilà. Jenson Button est leader. Ah oui, c'est le champion du monde de Formule 1 en titre. J'accepte. Voilà, bon, devant Sébastien Vettel. Sébastien Loeb est 3e. Il était encore en train de battre le record de titres en WRC. Jimmy Johnson est 5e. Il vient de gagner le titre en NASCAR, à la rigueur. Bon, déjà, tu te dis, est-ce que vraiment le meilleur pilote de NASCAR est-il vraiment le 5e meilleur pilote du monde? Tu commences déjà à te poser des questions. 6e, t'as Ryan Briscoe, qui n'a à peu près jamais rien gagné en termes de titres. Mais c'est le 6e meilleur pilote du monde. Marc Martin était le 12e meilleur pilote du monde à cette époque-là. Marc Martin, il avait 55 ans déjà. Pilote de NASCAR. Marc Martin avait 25 points de moins, et on en a dans les 15 000 points, 25 points de moins que Lewis Hamilton. Voilà, donc mettez. Voilà. C'était en quelle année ça? 2010, tout début 2010. Lewis Hamilton était un moins bon pilote que Mikko Hirvonen, Scott Dixon, Dario Franchitti, Mark Webber. Et je veux dire, facts. Oui, nous remarque très juste sur le chat, c'est qu'on a déjà du mal à comparer les pilotes de F1 entre eux, parce que comment comparer effectivement Russell et Norris avec leur voiture, et voilà, qui était le meilleur même entre Prost et Senna, et qui avait la même voiture. Ça, c'est... Et non, Louis, c'était pas le champion d'IndyCar. Ryan Briscoe, il a jamais été champion d'IndyCar. Il a foutu en l'air sa chance d'être champion en 2009. Mais dites-vous que là, parce qu'on va arriver au pinacle maintenant du truc. 19e, Fernando Alonso. 2 places derrière Jarno Trulli. Dans quel univers tu veux faire croire aux gens que Jarno Trulli, enfin, j'ai rien contre lui, mais enfin, Tony Stewart devant Kimi Räikkönen, mais ça me fatigue. Ça me fatigue totalement. C'est plus possible cette affaire. Il va se coucher énervé. Non, mais c'est noble comme idée, mais ça ne sert à rien. Ça va faire que. En fait, le truc, à l'époque, ça allait encore parce que 2010,
t'avais pas trop les réseaux sociaux, tout ça. Mais aujourd'hui, faire ça, mais c'est plus possible. Alors là, mais c'est Impensable. dans le monde actuel, mais tu vas voir des trucs, mais ça va être insupportable. Déjà que je vois que les gens se tapent sur la gueule quand la F1 sort ses Power Rankings, qui eux aussi sortent alors excusez-moi, hein, mais ils sortent de mes fesses. Hein, moi, ça n'a ni queue ni tête. Ils te sortent des machins, mais ils te font croire que c'est le classement principal. Ça va être absolument plus possible. Rappelle-toi que l'an dernier, quand même, la F1 et la AWS nous ont sorti un classement des pilotes les plus rapides de l'histoire de la F1 et qu'on retrouvait notamment, Kovalainen 8e, Trulli 9e, Barrichello 11e, Hülkenberg 12e et que ces gens-là étaient devant Ricciardo, Button. Il n'y avait pas de mention de Mansell alors qu'il y avait Senna, il n'y avait pas de mention de Prost de mémoire. Ah si, Prost était 20e, donc ça, il était derrière Fisichella et Kubica. Et enfin, on peut pas tout classer en fait, et ça, tant que ces gens-là ne comprendront pas, on aura des aberrations de ce genre. C'est pas possible, quoi. Enfin, rendez-vous compte de cette espèce de connerie monumentale que c'était. C'est vrai que j'avais oublié ça. Les 50 pilotes les plus rapides de l'histoire de la F1, mais Ah ouais, où on te dit sans honte que Prost est un moins bon pilote que Hülkenberg, quoi, ou que Trulli. Moins rapide en tout cas. Enfin, moins rapide, oui. Oui, mais bon, en F1 quand même, la principale qualité, c'est la limite. Donc. Ah mais alors. Quoique, je suis en train de me dire, c'est une honte. Franchement, je suis en train de me dire que mais peut-être pas tant que ça. Et cette émission va durer 4 heures. Hein. Mais parce que Prost, il se prenait quand même des 1 seconde en qualif par Ayrton Senna, donc c'est toujours. Et c'est ça, de toute façon, qu'elle fait. C'est comme ça avec la même voiture. Ross Brown, il avait expliqué sa méthodologie en 2020. Il disait le pilote A est donc. Le pilote A est plus rapide que le pilote B, le pilote B dans une autre équipe est plus rapide que le pilote C. Donc vous pouvez dire que le pilote A est plus rapide que le pilote C, car le pilote A bat le pilote B dans son équipe, et le pilote B bat le pilote C dans une autre équipe. Oui, c'était des triangulaires qu'ils avaient fait, mais... Ouais. D'un côté, c'est vrai que... En fait, c'est que Kovalainen s'est battu contre Hamilton, c'est peut-être comme ça, et Trulli contre Alonso. Non, mais je pense que le vrai problème, c'est de la manière dont ça a été présenté. C'est parce qu'ils sont toujours venus en disant le fastest, vraiment le plus rapide, et les gens ont vendu ça comme élection du meilleur pilote de l'histoire. Mais ouais, mais bon, enfin. Non, parce que quand tu regardes, par exemple, Prost n'a fait entre guillemets que. Alors là maintenant, ça va nous sortir un truc. Regardez-moi ça, il a dit qu'il a un Prost. Non, mais comme il fait que 33 pole positions dans sa carrière, on peut effectivement sur un tour. En fait, c'est ça. Ils auraient dû dire. Et encore, quoique, est-ce que vraiment Heikki Kovalainen est le 8e meilleur pilote de la Formule 1 sur un tour? Kovalainen a été dans ce classement parce qu'il a battu Trulli quand ils ont été en confrontation en 2010 chez Lotus, mais c'était chez Lotus. Et à côté de ça, il s'est fait déboîter par Hamilton les 2 années précédentes et il n'avait rien à faire dans ce classement. Enfin, c'est. Ouais, ce que je me propose, c'est qu'on n'arrête pas l'émission tant qu'on n'a pas déterminé quel était le meilleur pilote. Ou alors on peut commencer par le pire de l'histoire. Yuji Ide. Oui, voilà, ça c'est. Le pire pilote de l'histoire, c'est le 2e pilote dans la formule créée par Michael qui est battu par son fils. C'est ça. Là, je suis désolé, lui, il n'a rien à foutre en Formule 1. Mais non, c'est. Mika Hakkinen était le 38e du classement. C'est ça, Prost a joué, il était 38e. Et Louis nous dit que Ricciardo a été battu par Kartikeyan en 2011 et que Ricciardo a battu Vettel en 2014, donc Kartikeyan est plus fort que Vettel. Non, ça. C'est QFD. Mais ça, vous savez qu'à une époque, il y a des gens qui vous disaient ça, mais genre premier degré. Hein. Ah bah une époque qui continue, parce qu'il y a toujours des gens qui font ce genre de triangulation pétée. Hein. C'est complètement con les triangulaires, mais ça continue. On en fait même des trucs avec des machine learning. Alors c'était un ranking de 83 à 2019, parce que bon, avant on n'était pas rapide. Le concept de rapidité a dû être créé en 83, je ne sais pas. C'est Lucas Degrassi qui l'a inventé. Oui, évidemment, il n'est pas né en 83, lui, par hasard. Je crois 82, un truc comme ça. Ah, il est en 84, merde. Ah, ça aurait été exceptionnel. On aurait enfin tenu un truc, bordel. Prends ça, du coup, c'est prends ça Jim Clark, prends ça Fangio, prends ça Graham Hill, tu vois. Vous n'étiez pas rapide, vous. Et Sarah Frenzen était 24e de ce classement, Manu. 2 places devant Jacques Villeneuve. Ben voilà. Championship 3 places devant Kimi Raikkonen. Non, mais non. On va arrêter l'émission là, sinon. J'ai pas de casquette de la mauvaise foi, faut que j'en trouve une. On va me perdre parce que là, c'est plus possible. Là, non, en tout cas, bon, j'espère en tout cas que cette émission de Grand Prix vous a plu parce que,
Elle était quand même bien sympathique. Cette émission, on vous rappelle que ce week-end, c'est le Grand Prix des États-Unis du côté d'Austin au Texas. On rappelle, le Grand Prix, c'est dimanche à 21h sur C8 et sur Canal+. Donc, pas d'excuses pour ne pas regarder. C'est en prime time. Et c'est en clair, donc vraiment, voilà. Et puis, bon, alors oui, il y aura certainement un film sur TF1, mais quand même, venez quand même regarder le Grand Prix des États-Unis. Merci beaucoup, Manu, d'avoir été là. Merci, Paul, pour cette première. J'espère que ça t'a plu. Bien sûr, merci à vous, les gars. On te reverra, bien sûr. Merci, Alexandre, aussi. Merci au chat. Grand plaisir d'avoir vu. Merci le chat qui a encore une fois été très très sympathique. Merci à toutes et ceux et qui nous ont suivis et regardés. Vous nous retrouverez évidemment sur YouTube et sur les plateformes de podcast hein, si vous voulez réécouter ça, si vous voulez. On vous fera peut-être un podcast spécial, bien évidemment, où on aura 3 heures sur mais enfin c'est n'importe quoi de dire qu'il est 35e. Ce genre de choses. On se retrouve lundi prochain pour Grand Prix, jeudi pour le Racing Café. Entre 20h30 et 21h pour le début de l'émission, on verra. Mais ça, pour l'instant, je n'ai pas d'idée. En tout cas, merci d'avoir été là. À la prochaine. Ciao. Ciao. Salut.